Pour une conférence sur l'exposition Côté Jardin. Je prierai d'excuser Mathias Chivot, le co-commissaire de l'exposition, qui a été retenu à Paris à cause de la tempête. Il n'y a aucun train qui circule entre Paris et la Normandie. Et donc tous les trains ont été annulés, donc il n'a pas pu venir ce soir, il s'en excuse. Voilà, donc c'est une exposition qu'on a faite à deux et c'est un petit peu dommage qu'il ne soit pas là, mais on ne peut pas faire autrement ce soir. Donc je suis Cyril Siama, je suis directeur du musée et je suis commissaire avec Mathias Chivot de cette exposition qui s'appelle Côté Jardin de Mona Bonnard. Alors je vais essayer de vous faire une présentation, il y a beaucoup d'images, qui soient simples, efficaces. Ce que j'aimerais bien, c'est comme on n'est pas très nombreux, c'est qu'on ait aussi un moment d'échange, de discussion, de questions, puisqu'une exposition c'est aussi fait pour susciter l'interrogation, c'est un parcours d'histoire de l'art, c'est aussi une promenade historique et donc que vous donniez, si vous avez déjà vu l'exposition, j'en ai vu certains d'entre vous qui l'ont déjà visité, que vous donniez un peu votre sentiment ou votre interrogation, puisque c'est une exposition un peu particulière. On l'a appelée Côté Jardin de Mona Bonnard. C'est vraiment une promenade sur le 19e siècle, des années 1870 à environ 1940. Et donc c'est une exposition qui a une volonté très simple en fait. Il y a eu beaucoup d'expositions qui ont été faites sur l'impressionnisme et les jardins, on n'est pas les premiers. La question qu'on s'était posée, elle est arrivée quand j'ai imaginé cette exposition. J'étais tout seul dans mon bureau. Voilà, le musée va fermer. On est en mars 2020. On apprend qu'on va être confiné. Et je dis bon, on va être confiné. Et je vois ensuite, quelques jours plus tard, les gens qui sont vraiment chez eux, dans des espaces étroits. On voit tous ces gens qui applaudissent les soignants. C'est formidable. Mais je dis, qu'est-ce qui ferait envie aux gens une fois qu'on a la possibilité de rouvrir les musées? Qu'est-ce qu'on a envie de voir comme image? Le musée des impressionnistes, on travaille sur l'impressionnisme et ses suites. Et l'impressionnisme et ses suites, c'est l'art contemporain, évidemment, mais c'est pas que, c'est aussi tout ce qui a suivi les années 1900-1915. Et je me dis, faire une expo sur les jardins impressionnistes, c'est intéressant, mais est-ce qu'on n'a pas une manière d'ouvrir le sujet et surtout de dévoiler un aspect méconnu de l'histoire de l'art? On n'est pas tout seul, on travaille avec beaucoup de gens. Donc j'ai fait appel à Mathias Chivot, j'avais fait une présentation PowerPoint, j'ai dit voilà, Mathias a fait une exposition sur Pierre-Xavier Roussel, un peintre nabi ici, il a fait ça en 2019, c'est un spécialisé nabi, je dis qu'est-ce que tu penses si on essayait de mettre le thème du jardin avec les nabis? Ça n'a jamais été fait, et c'est un peu un pari parce que les nabis, c'est Bonnard, Vuillard, Roussel, et les impressionnistes, si on dit Renoir, Sisley, Monet, ça n'a rien à voir esthétiquement. Et dans une salle, ça peut choquer, ça peut intellectuellement stimulé, mais ça peut être un échec total sur une exposition. Donc on a commencé à faire des listes, on a commencé à faire un projet, puis là on s'est rendu compte que l'exposition avait une originalité propre, c'est qu'elle n'allait pas partir ailleurs qu'à Giverny, parce qu'on allait demander des œuvres importantes, mais surtout on allait raconter une histoire givernoise. Ça ne s'est passé nulle part ailleurs, c'est passé à Giverny. Donc pour ça, pour nous, c'était hors de question de demander une deuxième étape. On a été sollicité plusieurs fois, et par l'Allemagne, et par l'Italie, pour faire circuler l'exposition. Les œuvres sont de telle qualité que c'est impossible d'obtenir des prêts plus longtemps. Et dans le confinement, vous avez vu qu'au musée, on a annulé 3 expositions, on a changé beaucoup. Et donc dès qu'on a commencé à penser à l'exposition, on s'est dit comment on va vivre avec cette exposition, avec cette pandémie. Peut-être qu'il faut déjà allonger la durée des prêts. Donc je remercie l'équipe parce que c'est vrai qu'on a fait un travail collectif important de régie. On a demandé tout de suite des chefs-d'œuvre et on savait que les chefs-d'œuvre, on avait demandé non pas pour 3 mois, mais pour 6 ou 7 mois. Ce qui explique qu'il y a eu un changement d'accrochage fin août et puis un autre début octobre, notamment quelques Bonnards sont partis, puisque quand vous avez des chefs-d'œuvre, ils sont sollicités pour d'autres expositions. Donc on a du coup aussi avoir eu une idée avec Mathias Chivot, c'était de se dire, on va faire simple, on va faire une exposition qui n'est pas trop compliquée, on va chercher des œuvres qui sont en France, à Paris, si on doit aller à l'étranger, ça sera en Europe et pas trop loin, donc on a été en Allemagne, on a été à Genève, on a été à Monaco, point barre. On n'a absolument pas voulu aller plus loin. Ce n'était même pas une question financière, c'était une question éthique aussi sur les jardins. Le musée est éco-responsable, il n'y a pas de pesticides dans les jardins depuis plus de 25 ans. Et on trouvait aberrant de faire une exposition sur les jardins impressionnistes et nabis et d'aller polluer la planète avec des avions cargo qui allaient polluer avec du kérosène. Là, ça nous aurait été absolument reproché, d'autant plus que dans cet auditorium même, on reçoit chaque année un forum sur la RSE, qui est parrainé par le ministère de l'économie, avec des ministres. Je me vais mal dire à M. Lecornu que finalement, les tableaux venaient de Tokyo. Ça, c'était aussi une volonté pour nous d'aller chercher des choses méconnues, des choses normandes. Donc ça nous a beaucoup stimulé.
et on a été chercher des œuvres qui n'étaient pas publiées, des choses méconnues. On a retrouvé des tableaux, des photos qui étaient en noir et blanc, qu'on n'avait pas retrouvées depuis longtemps. On a retrouvé des œuvres sous des armoires, enfin on a vraiment cherché des choses. Et donc l'idée, ça a été de faire une présentation qui soit chronologique et thématique. La première image qu'on a eue, en fait, on s'est dit, ces jardins impressionnistes et Nabi sont très bizarres. Les impressionnistes, c'est un groupe que tout le monde connaît. Les Nabi, c'est un groupe que les gens connaissent moins bien. Nabi, c'est un mouvement artistique qui a une dizaine d'années environ, 1890-1900, et qui, en fait, a une volonté radicale de changement de la peinture. C'est un groupe qui se fédère autour de Cerizet, Paul Cerizet, et de Gauguin. Et donc, on va en parler tout à l'heure, mais ils sont extrêmement radicaux face aux impressionnistes, et donc, ils ont une manière d'appréhender le jardin qui est nouvelle, puisque eux, ils peignent souvent des intérieurs, et la révélation de l'exposition, c'est qu'ils ont beaucoup peint de jardins. Alors, à Giverny, ça a un sens particulier avec Monet, puisque les Nabis sont venus voir Monet très tôt, ont rejeté Monet comme une figure ennuyante, et ensuite ont été fascinés par Monet, et c'est l'âge. C'est-à-dire que la carrière des Nabis fait qu'ils commencent à vendre, ils commencent à être de plus en plus établis, et ce qui nous a aussi beaucoup intéressé avec Mathias Chivaud, c'est de se dire où est-ce qu'ils vivent. En fait, tous les impressionnistes et tous les Nabis ont quitté Paris, et il n'y en a aucun qui vit, et qui meurt d'ailleurs, à Paris. Et ils sont tous partis à la campagne. Donc ça, c'est aussi ce que raconte l'exposition. Donc le premier espace, c'est un espace indécis. Ici, c'est une photo de Lucie Hessel avec son chien Basto, prise par Vuillard. On a essayé de regrouper un ensemble d'œuvres qui pouvaient avoir un sens sur le jardin impressionniste et le jardin Nabi. Alors, l'image de l'exposition, pour nous, c'est une image importante, c'est celle de Monet, évidemment. Monet à Giverny, c'est la tarte à la crème. Monet à Sainte-Adresse, c'est un peu moins connu. On sait qu'évidemment, il est né au Havre et qu'il a commencé sa carrière en tant que caricaturiste. Il a ensuite, Monet, rencontré Boudin et Jonking. Il a donc développé une peinture de plein air. Ce qu'on ignore davantage, c'est qu'il peignait bien, mais Boudin lui a demandé d'aller prendre des cours de dessin. C'est assez drôle. Monet, en fait, va s'adresser à sa tante, vous connaissez peut-être cette histoire, Madame Lecadre, qui va lui recommander un peintre à Paris pour prendre des cours. Madame Lecadre, elle habite Sainte-Adresse, et donc le tableau qu'on voit ici, c'est la maison de Madame Lecadre. Vous avez la maison qui est derrière. Et Madame Lecadre, elle est mariée à Monsieur Toulmouche. Alors Auguste Toulmouche, vous ne connaissez peut-être pas. Auguste Toulmouche, c'est un des grands peintres 19e des années 1860-80. Il a été néo-grec, et ensuite il a eu une carrière fabuleuse en faisant notamment des intérieurs avec des femmes lisant des lettres, étant rêveuses sur des chaises. C'est le peintre qui a eu un tel succès, on appelle ça des Toulmoucheries. Et Toulmouche était très introduit à Paris, et il a donc pistonné Monet pour entrer dans un atelier où il y avait un avantage énorme, c'est que l'artiste s'appelait Charles Glaire, il était suisse, mais il faisait des cours de dessin pas chers. Et donc tous les pauvres peintres allaient voir Glaire, qui est un personnage mélancolique, très académique, mais très généreux. Et dans l'atelier de Glaire, on est en 62, 63, Monet va rencontrer Renoir, Basile, Sisley, et le groupe impressionniste va se créer comme ça dans cette mouvance contre Glaire. Et donc Madame Lecadre, elle a un rôle primordial dans la carrière de Monet, c'est elle qui l'aide tout le temps, qui le soutient, beaucoup plus que son père. Et donc on est ici en 66 ou 67, puisque 2 étés de suite, Monet va aller à Sainte-Adresse peindre le jardin. On pense en fait que ce tableau est un tableau essentiel de Monet. Il est à ce moment-là dans une situation très particulière. Quand on voit le tableau, c'est un tableau magnifique. Pas très grand format, c'est l'image du bonheur, le jardin impressionniste, les fleurs au milieu, les arbres, la nature, aucune présence humaine. Il a planté son chevalet sur la pelouse. Pourtant, si vous voyez le tableau, il est d'un format assez étroit et c'est assez claustrophobique comme tableau. C'est un tableau, moi, qui je trouve assez angoissant. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même étonnant, ce format chez Monet. Il est à ce moment-là dans une situation particulière. Il vient de rencontrer Camille, qui sera son épouse. Camille est enceinte. Camille couche seule dans son Galta parisien. Et la liaison que Monet entretient avec Camille a scandalisé la famille de Monet. Et donc, le père de Monet demande à Monet de revenir et de quitter toute relation avec cette femme-là, de quitter la peinture. Or, Monet a exposé en 65 au Salon des artistes français. Il a fait plusieurs tableaux qui ont été assez repérés par la critique. Son nom est déjà
connu, il circule, on le confond avec Manet, au grand désespoir de Manet d'ailleurs. C'est ce qui fait aussi le buzz. Finalement, Monet devient un peu célèbre en 65 parce qu'on le confond avec Manet. Et le père a eu vent de cette histoire-là, mais il est surtout furieux que cette jeune fille, Camille, ait mis le grappin sur son fils. Et donc, il demande à Monet de revenir en Normandie, de changer complètement ses habitudes. Et un homme va intervenir, c'est Frédéric Bazy, donc l'ami d'Atelier. Bazy, grand peintre, grande famille montpelliéraine. Et Bazy va écrire plusieurs lettres au père pour rabibocher le père et le fils, en demandant notamment qu'il y ait une bourse qui soit confiée à Monet pendant 1 an pour voir s'il va pouvoir faire carrière, puisqu'il est enfin cité comme un artiste un peu, j'allais dire, émergent, en tout cas au Salon des artistes français. Le père va se laisser fléchir et finalement, bon, l'histoire va être plus heureuse et Monet va épouser Camille. Elle va être plus malheureuse parce qu'elle va mourir très jeune. Mais ce tableau, en fait, est un tableau assez archétypique de Monet, vers 1866-67. C'est un moment où il est en pleine détresse morale, il se demande s'il ne va pas abandonner la peinture. Et donc Bazy va lui écrire régulièrement pour lui dire de continuer à peindre, et Monet va reprendre goût à la peinture, il va faire une 20aine de toiles, et donc 4 fois le jardin de Sainte-Adresse. Si vous regardez, c'est extrêmement bien composé, vous avez le premier plan en vert, mais ici, on a beaucoup d'éclairage, mais ici, c'est une ombre portée très forte. Et puis, deuxième plan, les fleurs, les arbres. La maison, on la distingue à peine, fenêtre bien ouverte, on est en plein été. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est cette ombre, enfin cet arbre gigantesque, très oppressant. Et à droite, le ciel, la liberté, la touche bleue possible. Il ne faut pas oublier que Monet est un peintre qui a fait beaucoup de marines. Et il a quand même été célèbre pour un tableau de marine, c'est l'impression Soleil Levant. On dit que c'est une marine, mais c'est pas qu'un soleil. Et donc, il peint la mer, et il va donc prendre le thème du jardin comme un exutoire, une certaine liberté, en même temps contre le père. Moi, j'y vois dans cette œuvre, peut-être tort, parce que je fais trop de psychologie, en tout cas, j'y vois un portrait de Monet contre le père, avec l'ombre extrêmement inquiétante de l'arbre à gauche, et la liberté de la touche, la liberté de l'artiste à droite, avec le ciel bleu et la mer. Et je me suis dit que finalement, comme il a écrit ensuite à Bazy que ça lui donnait goût à la peinture, c'est ce jardin privé, où on ne sait pas où on se trouve, qui lui a donné goût à la peinture, à recommencer et s'affranchir de la tutelle de son père. Il y a un autre tableau qui existe dans une collection privée qui représente Monsieur Monet de dos, avec son chapeau, extrêmement violent, c'est une violence psychologique terrible, un regard terrible plongé dans son monde. Il n'y a aucune connivence entre le père et le fils. Et il y a un autre tableau que vous connaissez peut-être, qui est au Metropolitan à New York, qui est une grande vue de la mer depuis le jardin. On voit le père en train de lire sous les arbres. Et il y a la liberté de la mer avec les bateaux derrière. On voit Monet qui met Camille, premier plan, le jardin et la mer. Et donc le père est sur la droite. Et c'est une ombre, j'allais dire un peu malfaisante, en tout cas négative. Et ça, c'est peut-être une clé pour lire aussi les jardins impressionnistes. Il y a certaines histoire intime derrière, c'est pas que l'image du bonheur. Donc ce tableau était important pour nous. On a beaucoup d'œuvres impressionnistes, je ne vais pas toutes les montrer, pas toutes les commenter comme ça, mais il y avait aussi une œuvre qui nous intéressait, c'était ce Sisley, qui est dans une collection privée. Ce Sisley qui est très proche en fait de Camille Corot. On pense que c'est la ferme Saint-Siméon à Honfleur. Quelques petites indications. Bon, il y a une paysanne avec ses poules, c'est très anecdotique, c'est très gentil. Mais vous avez cette construction très étonnante. Et puis les tables hautes, les tables d'un bar. Et ça, c'est un spot de peintre. Et donc le jardin est un espace ambigu. On ne sait pas si on est dans une auberge, si on est dans une prairie. Et les impressionnistes au début n'ont pas d'argent. C'est pas des crèves-la-faim. Il y a cette image qu'on a qui colle au basque des impressionnistes. C'est vrai au départ. Au départ, ils n'ont pas d'argent, donc ils peignent depuis la fenêtre, ils peignent les jardins des amis, des copains, des voisins. Mais ensuite, ils vont commencer à louer des maisons avec des jardins. Et puis, ils vont tellement aimer la nature qu'ils vont acheter tous des maisons avec jardin. C'est valable pour Sisley, c'est valable pour Monet, c'est valable pour Renoir. Et le sujet se renouvelle avec les nabis qui ont exactement le même processus. Donc, ça veut dire qu'ils ont quand même une volonté de peindre la nature qui est extrêmement forte. Et avec cette volonté-là, vous avez un groupe d'amis, donc les nabis, qui se retrouvent autour de Bonnard et de Vuillard. Nabi, c'est un terme très particulier, c'est un terme qui est a posteriori, qui a été prononcé par Maurice Denis, qui était le grand théoricien du mouvement,
Nabi, ça veut dire prophète en hébreu, et ce sont les prophètes de l'art moderne, ce sont les prophètes de Gauguin. Ils se distinguent comme un groupe qui veut défendre l'art moderne contre la tradition. Et ce qui les distingue, c'est une manière de voir la nature radicale, où Gauguin a demandé à Cerisier de peindre un tableau qui s'appelle le Talisman, et ce tableau a fait sensation quand il a été peint en 88. Cerisier est revenu à Paris avec ce tableau, l'a montré à Bonnard, Fuyard et Roussel, et Denis. Et ce tableau a des spécificités de construction qu'on retrouve dans tous les tableaux de Nabi, c'est-à-dire pas de mélange de peinture, contrairement aux impressionnistes. Le cerne, donc là vous avez du vert, il n'y a pas de mélange. Le cerne, la ligne, voilà. Des aplats, on voit ici, notamment là. Là, la photo n'est pas très belle, mais c'est très très rose, c'est un ciel très rose. Et puis quelque chose de très japonais, assez étroit, et quelque chose un peu caricatural, simplification des formes. C'est l'intérêt des Nabis pour le théâtre. Ils sont aussi extrêmement cultivés. C'est pas des bons à rien. Ils sont très bons élèves au lycée Condorcet à Paris, très très proches de Mallarmé, de Maeterlinck. Ils aiment la poésie symboliste. Ils connaissent Victor Hugo par cœur et Baudelaire par cœur. Et ils sont intéressés par le théâtre d'avant-garde, cette revue, la revue blanche, qui permet de développer leurs idées avec des dessins très particuliers. Et donc là, l'œuvre de Bonnard qu'on vous présente ici, Promenade dans le jardin, c'est certainement un portrait de la grand-mère de Bonnard, en noir, avec les deux petits chiens. Ce qu'on voit ici, c'est les petites poules. Ce que je trouve fascinant, on a trouvé ça fascinant avec Mathias Chivot, c'est qu'on est en contre-plongée. On est posé à même le sol, et il y a comme une caméra qui voit le ciel comme ça. Et donc ça, c'est extrêmement moderne. Et Bonnard va être peut-être le plus proche de Monet de tout le groupe Nabi, puisqu'il va venir à Giverny plusieurs fois. Il va tellement aimer Giverny qu'il va s'installer à Vernon. Il va louer une maison qui s'appelle La Roulotte. En 1910, il achète la maison en 1912. Il y reste jusqu'en 1936. Et il va avoir régulièrement Monet à Giverny et vice-versa. C'est ça qu'on oublie, c'est que Monet va aller à Vernonnet avec Alice ou avec Blanche Chédé, et ils vont aller voir les œuvres de Bonnard. Et il y a un échange entre les deux artistes qu'on a du mal à percevoir au départ, en se disant quel est le monde de Monet, qu'est-ce qu'il a à voir avec le monde de Bonnard. En fait, c'est un monde végétal, et c'est un monde aussi de sensations. Bonnard, c'est pas quelqu'un c'est un taiseux, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, c'est pas des grandes théories, c'est pas Maurice Denis qui écrit. En revanche, il a un agenda, et il a un journal, Bonnard, où il note beaucoup de choses. Et voilà, il raconte, c'est aussi ses rencontres avec Monet et comment ils ont échangé, notamment sur la peinture et pas tellement sur les jardins. Monet, il a un jardin qui est magnifique, qui est construit comme une peinture. Bonnard, il a un jardin qui est assez simple, qui est une explosion de couleurs et qui donne sur la Seine. Mais c'est pas ce qui intéresse Bonnard, ce qui intéresse, c'est la peinture. Un tableau de Rouard qu'on a voulu montrer. Rouard, c'est le grand ami de Degas. Espace indécis, on ne sait pas trop où on se trouve. Bord de Seine-à-Melun, certes, mais en même temps, vous avez cette petite fille au milieu, la mère qui est derrière, et puis là, une sculpture. Les Rouard, c'est une grande famille impressionniste, notamment Henri Rouard avait été un collectionneur d'impressionnistes très important. Son fils sera peintre, Ernest Rouard sera peintre et épousera Julie Manet. Donc c'est un héritage extrêmement important sur l'impressionnisme et aussi sur la photo. Et ce tableau, c'est une terrasse, mais c'est aussi extrêmement photographique. C'est quand même cinématographique. C'est presque une peinture en mouvement. C'est un espace indécis. Voilà. L'impressionnisme, c'est aussi une vision de la vie où le premier plan est aussi important que le deuxième ou le troisième. Et là, c'est presque l'apologie du vide. En complément, on a présenté un mur qui est un peu une surprise dans l'exposition, Pissarro. Quand on a monté ce tableau dans une collection particulière, on pensait que c'était beaucoup plus petit. C'est vrai qu'on l'a posé au mur, c'est une explosion de couleurs. Pissarro, c'est le peintre des paysans, c'est le peintre anarchiste, celui qui ne représente pas tellement les jardins, mais représente beaucoup les champs. Et on a eu tout un débat avec la responsable du catalogue Pissarro, puisque considérait elle qu'il n'avait pas peint beaucoup de jardins. Finalement, à part les Kew Gardens à Londres, elle ne connaissait pas beaucoup de jardins qu'il avait réalisés. Or, en faisant les recherches, on s'est aperçu qu'il a peint beaucoup de jardins. Celui-ci est important en format, mais aussi pour la carrière de Pissarro. C'est son ami Octave Mirbeau, le critique d'art,
grand défenseur de l'impressionnisme, qui lui demande de venir aux Dents, dans son jardin. Il vient de planter des fleurs et il va lui demander de réaliser le plus vite possible des tableaux. Pissarro n'est pas un personnage très facile sur ses œuvres, il est toujours insatisfait, il faut plus de temps, donc il considère qu'il a bâclé son tableau, mais il va quand même réaliser 4 vues du jardin de jardin et poulailler chez Mirbeau. Bon alors, ça c'est poulailler, non, ça c'est poulailler, voilà. Donc c'est aussi donner un peu l'idée de la peinture pour Pissarro. C'est extrêmement vif, on a l'impression qu'il a planté son chevalet au milieu des fleurs, et il y a un hommage à Monet qui est évident, on est en 92, c'est le moment où Pissarro va trouver sa maison à Éragny, et c'est Monet qui va lui prêter l'argent pour acheter la maison. Il y a une liaison amicale incroyable entre les deux artistes. Le prêt va être toute une histoire dans la famille Pissarro. Alors l'arrière-petit-fils de Pissarro est venu au musée en juillet. On en a reparlé. Ça fait un scandale énorme que Pissarro ait emprunté cet argent à Monet. Monet en fait, est sollicité par Julie, la femme de Pissarro, dans le dos de Pissarro, il ne sait pas. Et donc elle demande en fait à Monet, elle a trouvé une magnifique maison où Pissarro peut enfin faire sa peinture avec une grange qui peut transformer en atelier. Et donc elle demande de l'argent à Monet. Monet hésite, mais Monet, pour ne pas vexer Pissarro, en tout cas pour garder peut-être une certaine décence, demande un gage, et le gage c'est un tableau. Et c'est un tableau de Pissarro. Le tableau est absolument sublime, il se trouve à Sheffield, et le tableau représente 3 paysannes. Alors vous savez, la maison de Monet, vous passez la porte de la chambre de Monet, juste après, vous levez la tête à droite, il y a une reproduction de ce tableau qui était visiblement très importante pour Monet. Et donc, Monet demande ce tableau à Julie, et Julie raconte l'histoire à Camille, qui est très embêtée. C'est toi qui as demandé le prêt, débrouille-toi. Donc, en fait, c'est un cadeau de mariage de Pissarro à sa femme, et donc elle va devoir sacrifier son tableau, et Monet n'a jamais voulu demander un autre tableau. C'est aussi pour dire que Monet ne fait pas de sentiment, c'est quelqu'un qui a un goût très sûr, il sait ce qui est bien dans la carrière de Pissarro. Ce tableau des 3 paysannes est extraordinaire, et il va donc demander la plus importante de Pissarro à ce moment-là. Donc c'est aussi une histoire qui est restée dans la famille Pissarro, et c'est aussi, je trouve, un témoignage de très forte amitié, mais aussi d'ambivalence de la part de Monet, de compétition. Ils ont les mêmes marchands, durant Ruel. Évidemment, Monet en 92 est quelqu'un qui est devenu une star. Pissarro a beaucoup de mal à vendre sa peinture. Ça n'a jamais très bien marché pour lui d'ailleurs. Ils ont pourtant le même marchand. Et donc, Monet, il ne fait pas de sentiment. Voilà, il a son idée. C'est quelqu'un de très exigeant, à la fois en amitié, mais très fidèle en amitié. Et quand Pissarro va mourir, il va s'occuper des enfants. Il va même interdire aux enfants de vendre les œuvres. En disant, vous tuez votre père, je vous interdis. La lettre qui est passée en vente là, cet été, on voit la lettre où Monet a souligné plusieurs fois, je vous interdis, vous tuez votre père. Il a vraiment une volonté de sauvegarder l'héritage, et c'est très bien que Pissarro est un artiste qui n'a pas très bien marché de son vivant, mais que la cote va monter, et qu'il faut absolument préserver ça, c'est leur héritage à eux. Donc Pissarro, c'est un artiste très important pour l'exposition. Bon, vous présente ici un coin de jardin d'Ermitage, magnifique portrait d'enfant, dans une maison, Madame Mathurin, Château des Mathurins, Madame Marie Desrèmes, une anarchiste, une féministe, qui a beaucoup soutenu Pissarro, et là on la voit, on voit la maison à droite, avec la cheminée, puis 2 enfants. Ce que je trouve merveilleux, c'est qu'en fait, ce sont une bulle de nature. Vous avez des enfants qui sont plongés dans leur rêverie. Il n'y a aucun adulte, et en même temps, les teintes des enfants, des vêtements reprennent les teintes du paysage, avec une touche très proche de Cézanne et très proche de Gauguin. Et ça, c'est assez fascinant, on est en 77. Et là, c'est le moment où Pissarro peint avec Cézanne. Une autre vue du jardin de Pissarro, Soleil levant Éragny. Ce qui est particulier, c'est que la maison de Pissarro donnait aussi sur des champs. On voit Julie au premier plan, et puis il a peint beaucoup les champs sur la campagne. Donc il y a un potager, et puis le jardin donne directement sur la nature. C'est ce qui intéresse Pissarro, c'est cette liberté, avec une touche très néo-impressionniste, là, pour le coup. Et Pissarro a une particularité, si vous regardez dans l'exposition, il y a un tableau qui a un cadre 18e, de collectionneur, qu'on pourrait voir au début du XXe siècle, mais il y a un tableau de Gosson qui a un cadre Degas. Et les cadres Degas, c'est des cadres un peu blancs. Et Pissarro tenait absolument à ce que ces tableaux soient avec des cadres particuliers. Il prenait tellement de temps pour peindre ces tableaux qu'il s'est brouillé avec beaucoup de gens, parce qu'il a demandé à ce qu'on les mette sous verre. Il considérait que ça valait beaucoup d'argent, c'était extrêmement long, qu'il avait été crainte sur les dégâts du public déjà, et donc il voulait absolument que ça soit sous verre.
Donc ça lui a causé quelques problèmes en 1886 quand il a exposé. On considère qu'il était fou, prétentieux, et ses tableaux ne sont pas vendus. Mais en fait, quand vous voyez la peinture de Pissarro, ça prend beaucoup de temps à peindre, et c'est très particulier, il y a une lumière vibrante derrière qui fascine encore. Une autre œuvre là, qui est totalement méconnue, qui est dans une collection privée, collection Amade, c'est une œuvre que Pissarro a peinte quand il était à Londres en 97. Ça s'appelle La Passerelle. C'est la passerelle du chemin de fer. Assez merveilleuse image de l'enfance. Vous avez les trois petites filles à droite qui poussent une poussette, et puis la petite fille qui regarde le train passer. Les deux mamans discutent. C'est très photographique en fait. On a l'impression qu'on ne sait pas où on se trouve. C'est un jardin, oui, mais en fait c'est un faux jardin, c'est pris du premier étage. Et Pissarro en fait est allé à Londres pour soigner son fils Lucien qui était malade. Et pendant les séances d'homéopathie, il peint, puisque Pissarro est un artiste assez moderne, et il refuse la médecine traditionnelle, il fait de l'homéopathie pour sauver son fils. Il était très inquiet de la santé de son fils, et il peint plusieurs séries de paysages londoniens en 97. Et là, c'est peint depuis un balcon, d'une fenêtre, et c'est très photographique même. Et c'est ça qui est intéressant, avec cette passerelle à droite, avec aussi, qu'on voit évidemment là à droite, mais qui reprend la maison à gauche de briques. Donc une vision de Londres, de la banlieue de Londres qui intéresse Pissarro et qui s'intéresse aussi à la modernité, c'est-à-dire au train. Donc hommage aussi à Monet avec ses Gare Saint-Lazare. Je passe une aquarelle de Pissarro, il a fait beaucoup de dessins, très modernes. Et puis la maison de Pissarro par Gosson. Alors Gosson, c'est un artiste assez méconnu, mais qui a été néo-impressionniste. Et il a été très proche de Pissarro à partir de 1890. Ouais. Il a beaucoup emprunté la maison de Pissarro. Et donc vous voyez, c'était un jardin un peu classique, avec des grands arbres, et puis de l'autre côté, ça donnait sur la prairie. Donc c'est au cœur du village. Face à ça, on a voulu mettre dans cet espace indécis quelques œuvres des nabis. Maurice Denisle, Berger à l'Ermitage. Alors, voilà, on a l'impression que ce sont des arbres en feu, ou peut-être même une symbolique chrétienne, hein, l'arbre... oui, une symbolique chrétienne, je dirais des croix ou des arbres christiques. Maurice Denisle, c'est un artiste qui est vraiment le théoricien du mouvement. Il est à Saint-Germain-en-Laye, il y a M. Maurice Denisle. Hein. C'est un artiste qui est très intellectuel et qui a une volonté d'ancrer son art dans une thématique chrétienne. Il va se marier 2 fois, avoir 8 enfants. Hein, 8 enfants. Et il a, il est un des fondateurs de l'art sacré en France. Ce qui je trouve passionnant, c'est que tous les nabis ont une carrière propre et individuelle. C'est un groupe qui dure une dizaine d'années, mais vont avoir chacun une marque de fabrique. Et Maurice Denisle, ça va être l'art sacré. On a trouvé très peu de représentations de jardin par Maurice Denisle, sauf si c'était chrétien. Et c'est vrai qu'on a trouvé Matin de Pâques. Alors si vous vous intéressez de le mettre en relation 92, vous avez vu le Pissarro, mettre en relation ça avec le Sisley, qu'on a vu tout à l'heure. La manière de peindre des cerisiers en fleurs n'a absolument rien à voir. Là, on est vraiment dans la leçon de Gauguin, mais une leçon religieuse, ce qui n'est pas du tout Gauguin. Gauguin est absolument anticlérical et assez virulent. Maurice Denisle, lui, il a une vision de la vie qui est religieuse avec ce Christ jardinier, hein, qui a son arrosoir. On a l'impression que c'est un décor de théâtre. C'est le moment où on rencontre Marie-Madeleine. Mais c'est un décor de théâtre, ici. Et donc c'est aussi un hommage aussi à la Revue Blanche, au théâtre symboliste. Il ne faut pas oublier que les nabis exposent, non pas comme des impressionnistes ou comme des peintres de la moderne, ils exposent comme des symbolistes. Et en 92, quand ils exposent, ils sont dans une galerie symboliste. Donc pour eux, c'est une représentation du réel, ce n'est pas l'immédiateté de la sensation, c'est une volonté de synthétiser des images, des ressentis à travers des œuvres fortes avec des symboles religieux par exemple, ou des symboles de couleurs, l'orange et le blanc pour la Renaissance. On voit les trois croix de Golgotha. Et Maurice Denisle est un artiste qui ne va pas beaucoup faire de jardin, mais il va à chaque fois essayer de l'investir d'une notion religieuse. Et c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au décalage. Une œuvre de Vuillard qu'on a pu présenter pendant quelques mois dans l'exposition, élégante, le Square des Batignolles. Je vous disais que les impressionnistes comme les nabis peignent beaucoup depuis les fenêtres, depuis les jardins publics, parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est valable pour Vuillard au départ. C'est un fils d'officier, et le père meurt assez jeune. Vuillard se retrouve seul avec sa mère, qui, pour gagner sa vie, devient couturière. Passionné par la mode, Vuillard va s'intéresser beaucoup aux intérieurs.
mais quand il peut, il va peindre aussi des élégantes dans les jardins. Ici, c'est une œuvre sur carton. Tout ce que vous voyez en marron, c'est ce qu'on appelle la réserve. Et c'est fascinant qu'il ait en fait pensé son œuvre dès le départ, comme une gravure. En fait, il a laissé tout ce qui était marron en réserve et il a donc imaginé ce que pouvait être un décor de paysage avec le vert. Et ce qui l'intéresse, c'est évidemment la courbe de la jeune femme, ici, et le vide. Donc c'est aussi comme le Henri Roire qu'on a vu tout à l'heure, c'est une apologie du vide. Et pour lui, le score des Batignolles, c'est une scène de théâtre. Et théâtre de la vie urbaine, mais théâtre quand même. Théâtre de la vie urbaine, mais théâtre aussi des jardins. Une œuvre qu'on a eu beaucoup de chance d'obtenir pour l'exposition, le Banc Rose. C'est un drôle de tableau qui fait, oui, à peu près 20 cm, huile sur carton, donc c'est fait très rapidement, mais Vuillard, c'est un artiste qui ne peint pas, en tout cas c'est ce que dit Mathias Chivot, ne peint pas in situ, c'est-à-dire qu'il fait des croquis, il note les couleurs dans son journal, il revient dans l'atelier et il peint, il exécute ses œuvres. Donc c'est une œuvre qui est extrêmement élaborée, extrêmement pensée. Ça s'appelle le banc rose, parce qu'on voit ici un banc avec un accoudoir, 3 personnages. À droite, un groupe en blanc et rouge. Alors, est-ce qu'il a voulu mettre un petit hommage à des cardinaux, est-ce que c'est religieux? Ici, un groupe en blanc et noir, est-ce que c'est des prêtres? On est certainement dans un jardin public, peut-être le jardin du Luxembourg. Une tache très verte, tache jaune au milieu, et puis la frondaison des arbres. Drôle de composition qui rappelle le talisman de cerisier, où le cerne est extrêmement important. Hein, le cerne, c'est ce gros trait qui permet de délimiter les formes. Il n'y a pas de mélange des couleurs, vous voyez, c'est pas du tout de l'impressionnisme. C'est une peinture extrêmement radicale, et Vuillard était un des plus radicaux des navires des années 90. Ici, nous disons avec Mathias Chivot que c'est son talisman à lui, avec en plus une symbolique qu'on a trouvée assez évidente, avec les 4 arbres, les 4 troncs d'arbres, trop marqués, trop visibles, pour que ça soit anecdotique. Il marque en fait la frondaison, on voit ici, le paysage, mais c'est comme des colonnes d'un temple. Et là, on s'est rappelé le poème de Baudelaire, Correspondance, qui commence ainsi: la nature est un temple où de vivants piliers. Peuple parfois c'est le symbole. 57. Et on s'est dit, ben, finalement, ces troncs d'arbres, c'est comme des colonnes d'un temple. Et peut-être que pour les nabis, le jardin est aussi un temple spirituel, qu'ils investissent. On vous a dit, ce sont des fous de poésie, ils connaissent Baudelaire par cœur, et évident que c'est un tableau qui est très bien composé, et il y a une radicalité dans la couleur, dans la forme, qui fait que c'est une volonté d'aller contre l'impressionnisme. Une œuvre de Vallotton, Les Baigneuses, très bizarre, on a hésité à la prendre aussi. C'est un jardin, une prairie, on ne sait pas trop, quelque chose de très japonais, très évaporé, mais voilà, correspondance entre le bassin d'eau, la rivière, et puis le ciel, comme un miroir. Donc il joue sur cette correspondance-là. Chez les nabis, il y a une certaine synesthésie, c'est-à-dire une correspondance de tous les arts, la musique, la littérature, la peinture. Ici, c'est une œuvre de Denis qui est très religieux. Les faits, on a l'impression que ce sont les 4 parcs, enfin les 3 parcs qui viennent couper le fil de la vie. Peut-être une légende bretonne. En tout cas, la naissance de cet enfant ne se passe peut-être pas sous les meilleurs auspices. Et c'est assez inquiétant chez Maurice Denis. Généralement, il est beaucoup plus positif sur la maternité, sur le côté religieux. La couleur est à peu près celle-ci, c'est une couleur indéfinissable entre le rose, le vert, le marron. C'est un tableau très inquiétant finalement pour ce jardin qui doit célébrer une naissance. Quelque chose de beaucoup plus gai, Cerisier et les femmes à la source. Alors c'est un tableau qui se dit comme un miroir. Peut-être une illustration du tonneau des Danaïdes. Vous avez ces jeunes femmes qui ont 50 jeunes femmes qui doivent verser et remplir de l'eau de tout cela. Qui en fait, Cerisier est un artiste qui a été le plus proche de Gauguin, qui est revenu donc avec le talisman, qui ensuite a fait des tentures, des tapisseries, des cartons, et qui est intéressé par les vitraux. Et donc cette œuvre, elle est vue comme un vitrail. C'est considéré, voilà, ici comme un vitrail. Et le jaune, on prend évidemment le jaune du bas, on peut presque inverser l'œuvre. Et donc c'est extrêmement composé, très simplification des formes, leçon de Gauguin, radicalité, qui fait que c'est un tableau assez iconique de l'exposition. Enfin, un tableau qui est étonnant, on a hésité aussi à prendre avec Mathias, Rançon, c'est le Nabi et la barbe rutilante, qui était lié à Roussel, mais qui est un artiste qui s'est beaucoup intéressé aux fées et aux sorcières.
et qui a un monde psychologique un peu particulier. Lui, il s'est vraiment vu comme un prophète. Et prophète à tel point que voilà, il s'est présenté plusieurs fois comme un mage. Et ce qui est intéressant, c'est que ce tableau est très bizarrement composé. Ça s'appelle le goûter au Pays Basque, ou bon, l'architecture basque, je veux bien, mais l'architecture, on a l'impression que la maison va tomber. Il n'y a pas de perspective. Si on regarde le tableau, on ne sait pas où on se trouve. Les personnages vont tomber. Il y a une belle correspondance des lumières entre le violet et le corsage, par exemple, ou le rouge des robes et des fleurs. Ce qui nous a aussi interpellés, ce sont ces 3 groupes de fleurs. Vous reconnaissez des tournesols. Et c'est tellement évident que nous, on s'est dit que c'était un hommage à Van Gogh, qui venait de mourir en 91. Et les Nabis aiment bien jouer des codes, faire des jeux de mots. Et donc je pense qu'il y a une telle prééminence de ces tournesols au milieu, ça n'a aucun sens artistique, qu'il y a un rapport avec Van Gogh. Et ce paysage qui tombe, qui tournoie, c'est la folie de Van Gogh. On l'a vu comme un hommage à Van Gogh. Donc c'est des artistes aussi qui regardent ce qui se passe et qui rendent aussi hommage à leurs aînés. Donc des espaces indécis, on ne sait pas trop où se trouve. Et la deuxième section qu'on a voulu faire, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, c'est une section sur les femmes au jardin. Alors ça paraît évident, les femmes au jardin au XIXe siècle, mais nous, ce qui nous intéressait, c'était de voir les hommes au jardin. Figurez-vous qu'on a eu beaucoup de mal à trouver des portraits d'hommes au jardin, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a des portraits d'hommes dans la serre, Manet, mais il n'y a pas de portraits d'hommes au jardin, très peu. Et quand on a trouvé des portraits de femmes au jardin, souvent, ce qui nous a frappé, c'était une certaine mélancolie, une certaine absence, une certaine rêverie. Je vous montre ici un tableau de Legros. Legros, c'est un artiste qui était proche de Fontaine-la-Tour, un tableau qui est au musée des Beaux-Arts de Dijon, qui a été restauré pour l'occasion. On ne peut pas dire qu'il est en mauvais état, mais il est très bizarrement composé. Si vous regardez l'œuvre, il y a quelque chose qui ne colle pas. Elles sont dans un paysage, alors on peut le mettre dans espace indécis. Ici, il y a un paysage avec une sorte de grotte, une frondaison qui sert de théâtre. Alors, les 2 femmes sont avec des codes de couleurs différents. On est au XIXe siècle, les années 70 environ. En gris, elle sort du veuvage. Elle était veuve. D'ailleurs, elle a un châle blanc, et puis ici, un petit bouquet de fleurs qui est accroché à son bras. Elle sort du veuvage et elle nous regarde. Donc, elle a envie de sortir de sa vie contrainte. À gauche, elle, c'est la déprime totale. Elle est veuve, elle ne nous regarde pas. Mais alors, le visage est un copier-coller d'un tableau de Degas qui s'appelle La famille Bellelli, qui est au musée d'Orsay, un grand portrait où les femmes sont en bleu dans un intérieur. Degas l'a pendant 56, mais il a travaillé pendant une dizaine d'années. Et donc c'est un tableau très célèbre que Legros connaissait, d'autant plus que c'est un ami intime de Degas. Et donc ils ont commencé leur carrière, Legros, Fontaine-la-Tour et Degas, ils l'ont mis comme une compagnie à la flamande, à la hollandaise. C'est vrai que c'est un tableau qui est assez flamand. Legros, il est plutôt ensuite parti sur des sujets sociaux, mais c'est pas très très bien peint, et vous allez voir dans l'exposition, alors on a fait Maigret, mais vous allez voir demain, ici il y a quelque chose de très mal peint, un énorme repeint. Alors ce qu'on pense, on n'a pas fait de radio, mais moi je ne serais pas surpris qu'il y ait un autre portrait derrière, un portrait d'homme, ce qui expliquerait les 2 visages qui nous regardent, interpellés, et en fait il a enlevé peut-être le portrait pour donner plus de liberté. À droite, vous avez ce visage qui est peint avec un sfumato extrêmement doux, très italien, et puis à gauche, ce visage extrêmement sec, très réaliste, un peu à la Courbet, qui donne une autre dimension. C'est bien peint, oui, mais ça c'est absolument raté. La main est complètement ratée. Et il faut essayer d'être objectif sur les tableaux qu'on présente. Il y a quelque chose qui n'est pas très très logique. On s'est dit que finalement c'était peut-être une apologie de la condition féminine au XIXe siècle, c'est-à-dire malheureusement les femmes, elles ne travaillent pas ou très peu. Quand elles travaillent, c'est qu'elles n'ont pas de moyens de subsistance. Et donc elles s'occupent de la maisonnée, des enfants, et quand elles ne s'en occupent pas, elles s'ennuient à mourir, c'est la lecture, la couture, et elles n'ont qu'une envie, c'est s'échapper de ce cadre. Et à chaque fois qu'on va voir des femmes au jardin, souvent elles nous regardent, elles nous interpellent, et où elles sont plongées dans une profonde mélancolie. Ici, c'est le cas de la muse de Tissot, la maîtresse de James Tissot, Kathleen Newton. Si vous regardez ce tableau, c'est une femme au jardin près d'un magnifique bassin d'eau. Ça se passe à Londres, on est en 76 environ. Kathleen Newton, une femme très jeune, très belle, qui a 2 enfants. Elle est représentée, soi-disant, dans une soirée d'été. Bon, elle a une robe d'été, mais il y a quand même, pour une robe d'été, elle a quand même une drôle de pelisse en fourrure, là, vous voyez. Un coussin très volumineux.
C'est très confortablement, mais en même temps, soir d'été, il fait froid à Londres. Je trouve ça très bizarre. Puis si vous regardez l'œuvre, elle a une main mais absolument crispée. Elle n'est pas bien, cette femme. Elle souffre. Et donc, il faut aller un peu au-delà de l'image. C'est une femme qui est malade, c'est une femme qui est tuberculeuse. Et c'est une femme qui va mourir 6 ans plus tard de tuberculose. Et Tissot va la peindre au fil des années, de plus en plus évanescente, et sa peinture va devenir de plus en plus impressionniste. Donc, soirée d'été, certes, rêverie mélancolique, oui. Certainement, c'est beaucoup plus triste qu'on ne le pense. On la voit ici, dans le même jardin, où il a fait reproduire la colonnade du parc Monceau à Paris. Elle est donc là avec ses 2 enfants. On la voit ici avec son fils Cécile George. Et toujours une certaine mélancolie, une absence, une rêverie, une volonté de sortir du cadre. Tissot, c'est le peintre des mondaines, c'est un très grand portraitiste. Il faut se méfier des titres. Les 2 sœurs, 63, ça vous rappelle peut-être un tableau de Whistler, qui s'appelait Symphonie en blanc. Ça vous rappelle peut-être les Demoiselles de bord de Seine de Gustave Courbet, qui est au Petit Palais à Paris. Mais les 2 sœurs, non, c'est plutôt la mère et la fille. Et pourquoi il n'a pas présenté ça? Je vous dis ça parce que l'inventaire prêt d'essai le montre. Le tableau n'a jamais été vendu du vivant de Tissot. Et donc il a été ensuite vendu à Drouot en 1903. Et c'est marqué mère et fille dans un parc. Et le parc, c'est certainement le bois de Boulogne. Mais si ça s'appelle mère et fille en 1903 et que les 2 sœurs en 63, c'est que ce n'était pas convenable en 63. Parce que certainement la personne qu'on voit ici, c'est un modèle que Tissot a présenté plusieurs fois dans plusieurs œuvres, notamment Mademoiselle L.L., qui est au musée d'Orsay, et c'était certainement sa maîtresse. Et donc en 63, on ne peut pas dire la maîtresse et la fille légitime. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant de se dire que dans les jardins indécis, les jardins bizarres du début des années 70, la psychologie prend un part essentiel. Psychologie qu'on voit aussi dans ce tableau de Bartholomé. Alors c'est peut-être l'un des tableaux les plus photographiés de l'exposition, parce qu'il nous interpelle tout de suite, très grand format. On a eu beaucoup de mal à l'éclairer, notamment sur le visage. Ce visage qui nous échappe, c'est l'épouse du peintre. Bartholomé, c'est un des peintres importants de l'époque, grand ami de Degas. Mais ce format de 2 mètres de haut est destiné à être vendu au Salon des artistes français. C'est un salon où on veut que les œuvres soient achetées par l'État. Vous voyez, Société de musée, ça a été acheté en 90. 1990, c'est resté pendant des années dans les collections privées, ça n'a jamais été vendu. C'est resté dans la famille, d'autant plus que le tableau est totalement fétichiste. Bartholomé va peindre ce portrait de sa femme dans une serre. C'est une grande famille qui avait un château à Crépy-en-Valois, on voit le château derrière. Elle rentre depuis le jardin vers la serre, elle passe de la lumière à l'ombre, et tout le tableau est une allégorie de la vie et de la mort. Donc on a eu beaucoup de mal à éclairer ce tableau, puisque son visage, c'est déjà un visage d'absence, un visage fantomatique. Je suis désolé de dire ça, mais c'est comme Kathleen Newton, elle va mourir jeune, à 28 ans, et c'est d'autant plus dramatique que quand elle va mourir, Albert Bartholomé va arrêter de peindre. Il va passer à la sculpture. Il devient un grand sculpteur funéraire, d'ailleurs, obsédé par la mort. Il va réaliser d'ailleurs le tombeau de son épouse en bronze. C'est un tableau extraordinaire qui se trouve à Crépy-en-Valois, où on le voit embrasser l'effigie de son épouse. Et il a peut-être conscience déjà qu'elle est malade et qu'elle ne vivra pas longtemps. Et donc les fleurs ont évidemment un symbole d'évanescence, de vie éphémère depuis le XVIIe siècle. Et ça, c'est des codes que le public du XIXe siècle connaissait très bien. On a beaucoup vu ce tableau, notamment à cause de la robe extraordinaire qu'on a vu dans l'impressionnisme et la mode, l'exposition. Puis, si vous regardez bien, il y a quand même quelque chose de très luxueux. Le jonc en or, la bague, des mains incroyables. Elle rentre dans une robe comme ça. Est-ce que vous rentrez, vous, dans une serre avec une robe comme ça? Vous faites du jardinage comme ça? Non. Personne ne fait ça. Donc on est dans une scène de théâtre. Il y a une théâtralité, une volonté de mettre en avant un statut social et en même temps une représentation de la vie et de la mort. Et je pense que c'est une œuvre très forte. C'est ce qui explique que les gens regardent beaucoup ce tableau quand ils rentrent dans l'exposition, dans la salle. On regarde beaucoup plus ce tableau que les œuvres de Bracquemont, Le Goûter ou La Terrasse. On a voulu montrer des œuvres d'artistes féminines, puisqu'il y a eu quelques artistes impressionnistes féminines. Et Bracquemont est une artiste qui a été, j'allais dire, brimée par son mari, en tout cas, Félix, qui était graveur et qui s'est installé à Sèvres pour notamment décorer la manufacture de porcelaine. Ce tableau paraît
très bizarre, en fait, si vous regardez, c'est un homme et deux femmes. Personne ne se parle, donc on est presque dans un film d'Antonioni, il ne se passe rien, c'est le silence, l'incommunicabilité. L'homme est en train de fumer, il a le bras sur le revers du banc, c'est très inconvenant. Donc en fait, on peut imaginer qu'il y a une relation amoureuse, en tout cas de liaison entre les deux personnages. Ce qu'il vient de dire n'a pas plu à la jeune fille, en tout cas qui est choquée, qui se détourne. Il y a quelque chose de très théâtral dans la scène, et si vous regardez le tableau dans la galerie, la lumière vient de derrière. C'est comme un spot qui vient éclairer les visages, très jaune. Elle a interrompu sa conversation, elle se détourne, elle se plonge dans une rêverie, lui aussi d'ailleurs, il est un peu mal à l'aise, il ne sait pas trop quoi dire, et elle surtout nous interpelle. Elle nous interpelle d'autant plus que si vous regardez, elle a un face à main, elle a donc des lunettes de théâtre, et donc on a une scène de théâtre. Elle nous interpelle sur ce qui vient de se passer. Alors c'est pas Marie Bracquemont, c'est Louise, la sœur, qui s'est représentée deux fois, qui est représentée ici deux fois. Et Marie Bracquemont, c'est une artiste que Degas, ce misogyne invétéré, a beaucoup soutenu. Il a été celui qui a même fait éclater le groupe Degas, puisqu'il a fait venir Raffaelli, Bracquemont. Et Monet ne voulait absolument pas. Il ne faut pas croire que Monet était l'artiste qui a beaucoup défendu les femmes impressionnistes. On ne peut pas dire Berthe Morisot, on parle de manière très, très, très positive. Et Bracquemont, elle va avoir du mal à exposer, mais c'est Degas qui va l'aider à rentrer dans le groupe, à exposer. Et donc vous voulez vraiment montrer des femmes impressionnistes. Et quel est le regard féminin sur les femmes au jardin? C'est un regard ambigu, un regard de détresse aussi. On a envie de sortir du cadre. Et le goûter, c'est pareil. Elle a l'air de s'ennuyer à mourir. Pas dans une position très heureuse. C'est une scène qui paraît très agréable, on prend le goûter, la lecture, mais elle sort de sa rêverie pour nous interpeller sur sa condition. Et puis là, méfiez-vous de Renoir. Renoir, c'est un tableau qui se trouve au musée d'Orsay, qui est en réserve. Réunion dans un jardin. Oui, ça c'est quand on dit ça, c'est qu'on ne sait pas trop donner le titre. Réunion dans un jardin, peut-être réunion dans un café plutôt. Pas oublier qu'il a peint la grenouillère. Et c'est pas une scène très convenable, cet homme avec ces deux femmes, dans un café. On est vers 1917, avant la fin de la Première Guerre mondiale. Le statut des femmes a changé évidemment avec la Première Guerre mondiale, mais au début, c'est quand même pas très bien vu qu'un homme soit avec deux femmes au café. Donc il y a quelque chose d'assez assez libre. D'ailleurs, Renoir s'est beaucoup amusé de ça dans ses écrits. Donc il faisait poser des modèles avec des colifichets, que ça faisait un scandale et qu'on le trouvait pour un huluberlu. Lui, il s'amusait beaucoup à choquer la société avec les costumes qu'il mettait en scène. Je passe rapidement sur Henri Martin, Femme dans un parc, très beau tableau néo-impressionniste. Et puis, il y en a un autre qu'on n'a pas vu, dans Rêverie, cet autre tableau de Martin, dans le jardin, certainement son épouse. Henri Martin, c'est un artiste qui est passé du symbolisme à l'impressionnisme. Et puis, il est passé au néo-impressionnisme. C'est-à-dire que quand l'impressionnisme était un peu passé de mode, lui, il est revenu. Il a peint comme ça toute sa vie. Et il a peint beaucoup son épouse, notamment à la Bastide du Ver, dans le Lot, où il avait une très belle maison 18e avec un magnifique jardin. Ce qui est beau ici, c'est la représentation du jardin avec des gros pots de fleurs, certes, mais cette couronne de fleurs qui vient couronner en fait la tête, cintre, comme une sainte. Et ça, c'est une très belle variation de l'amour, je trouve. Une œuvre qui est partie de l'exposition qu'on a vue en cours de route, Julie Pissarro, par Camille. Julie, c'est elle qui tient le jardin, c'est elle qui tient les comptes. C'est elle qui a demandé à Monet donc l'argent. C'est une femme de caractère, une femme qui soutient son mari. Et ces magnifiques portraits étaient peints comme un Cézanne, on dirait presque un Picasso cubiste. C'est intéressant puisque Cézanne a peint le même portrait côte à côte. Une autre œuvre qui a été ici plusieurs mois, c'est l'œuvre de Caillebotte, le portrait à la campagne, un des chefs-d'œuvre du musée de Bayeux, un des chefs-d'œuvre de Caillebotte. Ça a été peint à Hyères, dans la banlieue parisienne, quand Caillebotte avait la propriété de son père. On voit sa cousine, on voit une amie, la mère de l'amie, et puis là, Madame Caillebotte, qui lit. Et que font les femmes quand elles attendent les hommes? Soit elles lisent, soit elles cousent. Et le tableau est extrêmement bien composé, c'est une ligne serpentine, ça va du vide de la terrasse, ça tourne comme ça. L'ombre portée est ici, vous voyez, ça glisse, la lumière glisse ici, on va là-bas, ça revient là. Et on va jusqu'à l'orangerie, avec les géraniums qu'on voit beaucoup dans les tableaux de Caillebotte. Caillebotte, et puis le rouge ici des fraises, c'est un peintre, un mécène, un jardinier, un régatier. C'est lui qui a eu une collection fabuleuse qui a été léguée à l'État en 1994,
collection qui a été le cœur du musée d'Orsay. Actuellement, quand vous voyez les plus beaux monnaies Renoir ou Cézanne, ça vient du legs Caillebotte, puisque Caillebotte avait une aisance financière incroyable. Son père a fait fortune dans les années 1850, avait acheté cette propriété très 18e siècle à Hyères, et quand la mère va mourir, les deux frères vont vendre la propriété en 1979, vont acheter une maison au Petit Gennevilliers, et donc il était passionné de jardin. On a fait ici une exposition en 2016 sur Caillebotte peintre et jardinier. Je reviendrai sur Caillebotte tout à l'heure, mais ce qui m'intéressait, c'était de montrer ici une vision de la société française dans les années 70, c'est-à-dire les femmes n'ont pas beaucoup de droits, ont un monde intérieur qui est contraint, et donc les artistes saisissent aussi ça. Ils peignent leur famille, leurs amis, leurs muses dans des rôles sociaux un peu contraints. Pareil aussi pour Marie Cassatt, qui peint ici sa sœur. Automne, c'est Lydie, qui est une femme qui va mourir aussi juste quelques mois après le portrait. Donc il y a une correspondance entre les vêtements automnaux et le paysage. Dans l'exposition, on a fait exprès, on n'a pris que des jardins floraux, estivaux, printaniers. Il y a très peu de choses hivernales et automnales, il n'y en a eu que deux. Que ça ne s'est pas tellement manifesté pour les impressionnistes ni pour les nabis. Enfin, deux œuvres de Roussel, Femme près des rosiers, et puis Femme au peignoir bleu moucheté. C'est la même personne, c'est Marie Roussel, c'est-à-dire l'épouse de Carl Xavier Roussel, et c'est la sœur de Vuillard. Donc Vuillard avait une sœur qu'il adorait, Marie, mais il aimait... Alors, on a parlé de bromance tout à l'heure. Est-ce que Vuillard préférait sa sœur ou préférait Roussel? Bon, avec Mathias, on s'en amuse beaucoup, mais il l'aimait tellement qu'il a donné sa sœur à Vuillard. Le mariage ne va pas être très heureux, et à chaque fois que Marie va s'adresser à Vuillard pour dire que Roussel a des liaisons, Roussel dépense l'argent du couple, Roussel est dépressif, Vuillard va toujours prendre la défense de Roussel contre sa sœur. Ça va durer jusqu'à la fin. Et donc c'est un couple que Roussel a représenté. Ici c'est la découverte de l'amour, avec voilà, il la voit, elle est en train de coudre, les rosiers, on est dans l'Hortus conclusus, le jardin clos médiéval, et puis là, ça se corse, c'est la même année, mais il en a fait une grand-mère, avec la même robe de bure, il a déjà une vision terriblement ennuyeuse de sa femme. Donc, est-ce qu'il était schizophrène, Roussel? Je ne sais pas, en tout cas, il avait une vision des femmes bizarres, et une vision de son épouse bizarre. Donc le jardin révèle aussi ça, cette ambiguïté avec un enfant, qui n'est évidemment pas leur enfant. Annette va naître des années plus tard, et ça va être un couple très heureux, avec beaucoup de disputes. Et donc je trouve que c'est intéressant de voir que le jardin révèle aussi l'ambiguïté des peintres, même sur une liaison amoureuse. Enfin, Cerisier, on a vu tout à l'heure les tonneaux des Danaïdes, là. Et là, c'est les pavots de 1915. C'est traité comme une tapisserie médiévale, selon le nombre d'or, c'est-à-dire un nombre où il doit y avoir une certaine adéquation dans les formes. Ici, alors, ce qui n'est pas très bien peint, c'est les mains, et c'est volontaire de la part de Cerisier qui fait aussi des peintures qui sont traitées en tapisserie, donc quelque chose de très médiéval, mais c'est une volonté de retour aux sources. Ce qui est très étonnant, c'est de faire ça en 1915, donc le cubisme est passé par là, et que Monet est en train d'inventer l'abstraction à l'orangerie. Hein, c'est aussi la fin d'un mouvement d'habit. Vous voyez ici Annette, la fille de Roussel. On a fait une section sur les jeux et les squares, parce qu'on s'est rendu compte que les nabis, comme les impressionnistes, étaient intéressés au jardin avec l'enfance. Ici, c'est un des grands chefs-d'œuvre de Bonnard, Crépuscule, la partie de croquet. Crépuscule parce que le crépuscule est à droite, avec ses arbres jaunes. Et la composition est divisée en deux parties. Donc la partie de croquet ici, avec les boules, le père qui est là, avec une correspondance entre le vêtement du père et puis de la jeune femme, peut-être la sœur, ici le beau-frère de Bonnard, et Crépuscule avec une sorte de danse de nymphes à droite, qui révèle aussi l'intérêt des nabis pour tout ce qui est mythologique, et quelque chose de très évaporé. C'est un des grands tableaux nabis de la période, un des chefs-d'œuvre de Bonnard. Je dis souvent que Bonnard, c'est un homme heureux. C'est un homme qui a les moyens de vivre, qui est amoureux, qui a un père qui le soutient, qui s'entend bien avec son beau-frère. C'est un homme qui a une vie incroyable. Donc toute sa vie, il va peindre des jardins, il va voyager beaucoup, et il va venir ici en 1910 rencontrer Monet. Et puis Renoir, les enfants jouant à la balle. On a sorti quelques estampes. Alors ça aussi, c'est formidable. C'est quelqu'un qu'on rencontre.
Je lui demande s'il peut nous prêter des estampes, et puis au bout de 20 minutes, il me dit je vous la donne. Donc voilà, il donne le Renoir, comme ça. Merci monsieur. Et c'était intéressant d'avoir ce Renoir, parce qu'on n'a pas toujours cette image de Renoir virevoltant avec les enfants. Il aime beaucoup l'enfance, Renoir, et donc là c'est quelque chose d'assez étonnant, c'est une vision où les balles roulent, et je vais juste vous montrer celui-là. Voilà. Chez Vuillard, les balles roulent, mais chez Vuillard aussi, les balles roulent. Ici, c'est un enfant qui a 4 pattes qui vient de se casser la figure. Donc il y a une volonté de jouer aussi sur les contrastes. C'est peut-être une peinture nazie, mais c'est une peinture pleine d'humour. L'humour, vous l'avez ici avec les enfants à la balle. Et puis ce tableau que je vais vous montrer, La fillette au cerceau. Un tableau qu'on a cherché partout. On a vraiment activé le réseau. Finalement, on l'a retrouvé sous une armoire. Heureusement, on n'en connaissait qu'une image en noir et blanc, semble-t-il. Fillette au cerceau, elle est au cerceau, mais c'est un tableau très radical de Vuillard. Vous vous souvenez tout à l'heure du banc rose avec ce fond jaune. Ici, des fleurs qui sont tombées des arbres, des châtaigniers, vraiment roses. Donc c'est un tapis de feuilles mortes, de feuilles tombées. Et puis on se posait la question, est-ce que c'est un singe? Non, c'est peut-être un enfant. Mais Vuillard compose ses œuvres d'après des couleurs. Et donc il a son journal où il indique les couleurs. Donc c'est travaillé non pas in situ dans le jardin, il est revenu dans son atelier pour faire cette composition qui est très, très bien architecturée, mais qui a quelque chose de très étrange. Cet enfant, quel âge a-t-elle? 7 ans, 8 ans, il n'y a pas d'élément d'expression. C'est une figure fantomatique de théâtre. Donc Vuillard s'amuse aussi avec ça. C'est une vision de l'enfance assez drôlatique. Dans l'exposition, on a présenté là actuellement 2 photos de Maurice Denis. On voit les enfants se casser la figure sur le cerceau. Il s'amuse aussi sur ça. C'est peut-être un accident, mais ils ont quand même tiré la photo. C'est-à-dire que ça l'intéressait quand même de garder le tirage. Et donc il y a une volonté de jouer sur l'étrange. Et Vuillard fait le jardin des Tuileries comme une apologie du vide, avec les pigeons ici. Alors c'est pas la neige, c'est le jardin des Tuileries. Le sol des Tuileries est blanc. On en a appris qu'il a été classé monument historique, donc ça fait un moment que ça dure en fait. Et si vous allez encore au jardin des Tuileries, vous avez les chaussures toutes blanches. C'est un revêtement qui est particulier. Et donc il a joué Vuillard sur l'absence, et voilà ce grand pilier, voilà ce pilier symboliste de la nature qui vient cadrer la composition. Et j'ai très japonais aussi là-dedans. Quelques vues des jardins publics, il a fait des paravents des jardins publics, on avait présenté les dessins préparatoires. Et puis ce magnifique paravent de Pierre Bonnard, la promenade des nourrices. Ce sont des lithographies qui ont été en fait réalisées par Bonnard. Il y a la peinture qui existe à New York, dans une salle de bain d'ailleurs. Bonnard en fait a tiré une centaine de lithographies, il n'en reste plus qu'une trentaine. Il y en a une version qui est au musée d'Orsay qui est en moins bon état. Et cette œuvre, elle est fascinante parce qu'elle est composée comme un tout avec cette frise sur les fiacres au bord supérieur. Et puis vous avez cette drôle d'épisode en bas à droite avec le chien, peut-être le petit lévrier, mais cet enfant qui a cette espèce de toque, c'est la chapka là, impossible, moumoute, le lévrier ici, l'enfant au cerceau, et ça court comme ça, la composition court d'un regard à l'autre, et la frise des fiacres, la frise des bonnes, des fiacres, unifie le tout, et c'est quelque chose qui est très moderne, parce qu'il a laissé tout en blanc. Et donc il avait déjà imaginé toute sa composition dès le début sur un dessin préparatoire. C'est quelqu'un de très moderne. Et donc c'était des lithographies, donc c'est des paravents, c'est destiné à cacher des cabinets de toilette ou des cuisines. Donc ils sont aussi très intéressés par le décor, mais c'est un usage quotidien. C'est pas qu'une théorie. Les nabis, ils ont envie que leur art soit utile. Une session qu'on a réalisée sur les jardins luxuriants avec les nabis, c'est-à-dire et les impressionnistes, c'est à quel point le jardin va devenir de plus en plus touffu, de plus en plus complexe. Ici, c'est une vision du jardin de la grand-mère de Bonnard, au Grand Lamps, donc près de Grenoble. J'ai dit que Bonnard, c'est un homme heureux. Bah oui, on l'a vu. Hein. Il y a le chien-loup ici, les poules, donc l'allégorie de la nature, le golage des pommes, on ramasse les pommes, les noix. Et puis à droite, une petite fille qui est coupée, là, qui court. Ça, c'est merveilleux, merveilleux détail. La bonne qui ramasse le linge. Grand format, qui était un décor posé dans un appartement. Donc la nature il vient faire irruption dans un intérieur bourgeois. Et Bonnard, il a un souvenir très heureux de son enfance et de son adolescence. Et il va toute sa vie chercher le jardin. Que ce soit à Vernon, que ce soit au Canet. C'est un homme qui cherche un certain Éden, à retrouver une certaine nostalgie. On a parlé de Caillebotte tout à l'heure.
Je voulais juste en dire un mot, parce que demain on fait une conférence spécifique sur cette restauration. Je vous invite vraiment à venir. On a invité tous les restaurateurs qui nous ont aidés à restaurer ce décor. C'est un des derniers décors impressionnistes qui subsistent. Vous connaissiez certainement les marguerites de Caillebotte en 4 morceaux. On a restitué, selon une hypothèse, le décor de la salle à manger du Petit Gennevilliers de Caillebotte, avec ce parterre de marguerites qui est vu de haut en bas, comme s'il avait des marguerites à ses pieds. Ce que vous n'aviez pas vu, c'était la frise de liseron, de côté, qui donne l'idée d'un papier peint. Et puis un motif qu'on voit ici, à peu près 8 ou 9 marguerites, là, 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 vous voyez. Et à chaque fois, c'est un calque. Et donc il a tellement calqué qu'il a commencé à peindre les marguerites. Il a ici fait au crayon de bois, vous pouvez voir ici, il a fait des marguerites. Puis la mort l'a empêché, ou alors l'ennui. En tout cas, il n'a pas eu besoin de peindre la fin. Il devait certainement y avoir un meuble, quelque chose qui cachait ce décor. Et donc il a commencé à peindre et puis il a arrêté. Je pense que c'est un calorifère. Donc l'inventaire après décès, la maison de Caillebotte, révèle qu'il y a un seul calorifère, il est dans la salle à manger. Et donc ça pourrait expliquer que ce décor ait été inachevé. Ce qui est fascinant, c'est que ça fonctionne par vague. Une première vague ici, deuxième vague, troisième vague. Et donc c'est comme un papier peint. Donc on a demandé à Pierre Fray de créer un papier peint d'après le Marguerite de Caillebotte, je l'en vends à la boutique. C'était vraiment l'idée de revenir à l'origine de ce que c'était. C'est-à-dire que Caillebotte, il fait rentrer la nature dans son jardin, dans sa maison, pardon, avec une volonté de faire un art total, c'est-à-dire que sa maison, elle est ornée de volets. Les volets sont peints de capucines, d'orchidées, de dahlias. Et il a une volonté, comme il est aussi jardinier, que sa maison soit la plus naturelle possible. C'est un homme qui vit de manière assez simple. Il a beau être millionnaire, il vit de manière simple. Il y a des photos de lui par Martial où il est en sabot. Il a sa chienne bergère qui est avec lui. Il a une vie où il reçoit quand même au Petit Gennevilliers Renoir. Il fait des soirées un peu mondaines. Renoir est son ami intime, il sera son exécuteur testamentaire. Et c'est lui qui découvrira à la mort de Caillebotte l'ensemble des tableaux qu'il lègue à l'État. Et là, il tombe un peu à la renverse. Puisqu'il y a 2 lieux. Il y a à la fois Petit Gennevilliers où il y a des œuvres, mais ils vont aller avec son frère Martial Caillebotte, qui est l'autre exécuteur testamentaire, voir le deuxième lieu qui est spécifié dans le testament, et c'est Place Clichy. Et Place Clichy, il tombe sur un appartement pas bien chauffé, ouvert à tous les vents, il n'y a pas de serrure, et là, il voit les sésames, les baigneuses presque trouées, les tableaux couchés au sol, plein de poussière. Personne n'était venu depuis des années, en fait, et Caillebotte avait emmagasiné toute cette collection fabuleuse, en disant depuis 1876, ça, ce sera légué à l'État. Et il sait qu'il est malade et en 83, il refait un testament, il réexplique que ça sera donné à l'État, il demande que ces tableaux soient présentés au musée du Luxembourg, qui est le musée des artistes vivants, et que au moins aux 20 ans plus tard, si ce n'est pas le cas, ça reviendra à la famille. Donc il faut absolument que ça soit présenté à l'État. Et en fait, Monet va prendre la plume publiquement, puisque l'État hésite à présenter cette peinture scandaleuse. Et donc Monet va prendre la plume pour défendre Caillebotte et qu'on accepte le legs Caillebotte qui rentre dans les collections nationales. C'était toute une histoire. Quelques tableaux vont être présentés en effet, mais une grande partie d'entre eux vont rester encore dans le grenier du musée du Luxembourg. Et donc Caillebotte a une reconnaissance très tardive de son œuvre en tant que peintre, puisque on l'a gardé comme un mécène des impressionnistes, un grand collectionneur, un régatier hors pair, un dessinateur de bateaux incroyable, un très joli jardinier, mais un peintre méconnu. Et ensuite, on connaît tous le pont de l'Europe, par exemple, de Caillebotte, qui est peut-être la plus connue, les raboteurs de parquet, mais on s'est aperçu tardivement qu'il avait peint des fleurs et qu'il avait peint beaucoup de jardins, notamment au Petit Gennevilliers, il était obsédé par la nature. Et donc c'est une découverte majeure de l'impressionnisme, et cette œuvre sera présentée au printemps prochain dans une exposition qui s'appellera Décor impressionniste au musée de l'Orangerie. Et c'est une œuvre absolument fascinante, c'est une des dernières œuvres impressionnistes qui subsistent. Donc on avait une restauration majeure. Et ce qui est, je trouve, incroyable au moment moderne, c'est l'ombre. C'est-à-dire qu'on a l'impression que toutes les fleurs sont couchées par le vent, elles sont balayées par le vent de gauche à droite, et elles n'ont pas de tige. Donc si vous avez vu la nuit étoilée de Van Gogh, avec toutes ces étoiles qui scintillent, ben, il a fait sa nuit étoilée. C'est une nuit étoilée simplement de marguerites, de fleurs qui n'ont pas de tige.
Donc c'est une vision extrêmement synthétique en fait, mais très moderne. C'est ce qui nous explique que Caillebotte est beaucoup dérangé. Il a un regard assez dur, Caillebotte, sur lui-même. Ses autoportraits sont assez durs. C'est un artiste qui n'a jamais souhaité se mettre en avant. Il a toujours défendu les autres. Donc ça, c'est une œuvre extrêmement intime. Allez, j'avance, c'est Marronnier de Roussel. 32-35, Roussel, c'est un artiste qu'on n'a pas beaucoup présenté à l'exposition, parce qu'on a beaucoup présenté d'œuvres en 2019 ici. Il est nabi, mais ensuite il passe à une technique un peu différente, c'est-à-dire qu'il va développer toute une philosophie, inspirée de Nietzsche notamment. Il est fasciné par la philosophie allemande, et il va s'intéresser à l'Antiquité, à la mythologie gréco-romaine, et donc il va mettre beaucoup de faunes, de nymphes. Et ici, c'est son jardin de l'étang-la-ville, où il a peint ses pastels, un énorme pastel, c'est Marronnier. Et vous voyez, avec ses petits-enfants, avec le tambourin, des espèces de danseuses. Il a aussi représenté Isadora Duncan, si je ne dis pas bêtise. Et donc, il était fasciné par la danse. Et c'est un artiste qui va mettre le jardin en adéquation avec son Éden antique. Il a l'impression qu'il faut revivre l'Antiquité. Mais c'est un artiste qui est donc en contradiction avec la période moderne, ce qui explique peut-être tous les problèmes qu'il a eu avec son temps, avec son entourage aussi. Il était en décalage. Il va être même interné, si je ne dis pas bêtise, en Suisse en 1916, chez le frère de Vallotton. Donc il y a aussi une carrière qui se développe à l'étranger, qui rencontre des Suisses, qui développent ça. À Winterthur notamment, il y a des œuvres. Donc il développe une autre carrière. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que les nabis vont, je dis, tous avoir une carrière indépendante. Et vers 1900, le groupe éclate, mais chacun a une thématique différente. Vuillard, il va commencer à faire des portraits d'industriels assez renommés. Bonnard, il va faire des jardins, notamment beaucoup de vues de la Normandie, puis après de la Méditerranée. Maurice Denis va partir dans des considérations religieuses, ou alors il va peindre la Bretagne, il va peindre Perros-Guirec, et il va faire des magnifiques vues de la Bretagne. Et Roussel, lui, va faire des choses très antiques. Rançon va faire des choses très ésotériques. Et donc, ils ont chacun un style, et ils meurent tous, à peu près dans la même décennie, entre 1940 et 1947. Ils vont se suivre tous, comme les impressionnistes. Et celui qui fait de la liaison, c'est Monet, qui meurt en 26. La dernière personne qui a vu Monet vivante, c'est Bonnard. Et c'est sûr que le rapport de Monet avec les nabis est primordial ici. Vuillard, il a fait énormément de photos, notamment de son copain Roussel. Donc là, c'est une photo de la Jacanette qui existe encore, c'est la maison de Roussel. Martin, je passe, tableau très impressionniste. Jardin exubérant, avec ici aussi un projet de décoration de Vuillard pour le palais de Chaillot, très moderne, très années 30, très années 20 même. Tout ce qui est blanc, c'est ce qu'il a laissé en réserve. On a en fait des femmes dans le jardin ici qui discutent de manière très indépendante, et puis d'un groupe derrière. Vuillard va devenir de plus en plus impressionniste. Ici, on voit, il a utilisé la photo. On voit Maman Vuillard avec son sourire. Il a utilisé la photo pour créer sa peinture. Et il va créer beaucoup de photos, plus de 1700 photos, qui vont permettre pour lui de s'inspirer. Alors, soit ce sont des memento mori, c'est-à-dire qu'il se souvient de son œuvre, soit ça l'aide à composer ses œuvres. Ici, on a un pastel assez rare de Vuillard, des palmiers. On n'aurait jamais dit que c'est un Vuillard. Je pense que j'aurais été incapable de vous dire ce que c'est. Très impressionniste, finalement. Il y a une chose qu'on ne raconte pas souvent, on ne raconte pas souvent, c'est que les nabis ont été en 1906 voir Cézanne. Ils ont fait le voyage en train, et donc d'ailleurs Vuillard témoigne dans son journal, raconte ça, fait des photos, ils sont avec Bibiesco, et ils vont aller voir Cézanne. C'est une révolution pour eux, c'est un témoignage incroyable. Et Bonnard va aller de plus en plus dans le sud de la France, voir Renoir, qui est mort à 19. Et donc leur peinture va devenir de plus en plus influencée par cette technique-là, cette inspiration-là, qui sont devenus maintenant des stars, évidemment, dès 1900. Et Vuillard va peindre plusieurs paysages de plus en plus impressionnistes. Ici, la passerelle, c'est un pastel à des petits formats, mais très impressionniste, qui est notamment la passerelle du château des Clays, qui est une propriété d'un de ses commanditaires. Et vous voyez que c'est un habit qui n'a plus rien à voir. C'est un habit qui est devenu impressionniste. Alors, c'est des œuvres intimes, c'est pas destiné à être vendu, ça. Et c'est-à-dire que lui, ce qui l'intéresse, c'est une adéquation entre le paysage, et il fait des paysages de plus en plus portés vers le ressenti. Ça, c'est aussi intéressant de dire, c'est peut-être la leçon de Renoir et de Monet qu'il a de plus en plus en tête.
Maurice Denis, on a dit qu'on a trouvé très peu de jardins. Ici, le pommier en fleurs, c'est aussi une des œuvres les plus photographiées d'exposition, parce que c'est une explosion de couleurs, de joie, de vivre. On est vers 1908. Peut-être qu'il a déjà eu en tête Cézanne. Et puis, Denis a fait beaucoup de décors. On recherche pour un chausson, une explosion de couleurs, un pastel incroyable. Et puis là, beaucoup plus abstrait, on ne sait pas trop ce qu'on voit. Ça pourrait être un Nicolas de Staël, finalement. C'est la ligne bleu-blanc, le noir, le bleu et le rouge. Quelque chose qui est une esquisse, mais qui est quand même la terrasse de Fiesole, en Italie. Enfin, Espalier pareil à Maurice Denis, qui nous rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure, les jardins de l'Ermitage, hein, les vergers à l'Ermitage. Un pastel que Denis a réalisé assez tôt, mais il a très peu réalisé de jardin. Le paravent lapin, qui n'est plus dans l'exposition, c'est un projet que Bonnard a réalisé, un projet qu'il a réalisé, mais il n'a pas été au bout de son projet. On voit les lapins ici, mais comme les paravents qu'on a vus avec le fiacre, c'est une volonté de cloisonner le paysage comme des vitraux, en fait, et de donner une certaine liberté, parce qu'on le plie le paravent, donc on va en voir ce qu'on veut aussi. Il est très photographique là-dedans. Il y a un jeu de rôle qui amuse beaucoup Bonnard. On a fait une section sur on va aller assez vite, sur les jardins de papier. On vous montre cette photo qui est essentielle. Monet, Casaver-Roussel, Vuillard. On est vers 1924-25 peut-être. Dans le jardin de Monet à Giverny. La photo ici est coupée, ils sont en train de regarder des iris. Et donc ils sont vraiment assez âgés. Évidemment, Monet c'est plus âgé. Mais vous voyez, c'est déjà des artistes très établis. Les nabis sont déjà des légendes vivantes qui vont voir la légende vivante. Et ça, c'est assez émouvant, c'est-à-dire que ça s'est passé à Giverny, et qu'évidemment, leur peinture a totalement été inspirée par ça, par Monet, Vuillard-le-Bastide 1907, Château Rouge, c'est une maison à Amfreville que louait le commanditaire de Vuillard, et donc il est venu plusieurs fois représenter les jardins, et donc c'est un pastel totalement impressionniste. Et Vuillard a utilisé beaucoup de photos, je disais, à la fois pour témoigner de ses œuvres, et puis pour les composer. Très beau photographe, avec un œil très original. On a beaucoup de témoignages dans l'exposition. Ici, c'est une vue de la roulotte de Bonnard. Alors, ça n'a pas vraiment changé, finalement. C'est pris du bas. La Seine coule au bas du jardin. En revanche, le dessin est incroyable. C'est une plume. Bonnard ne fait pas tellement de dessin à la plume. Il fait beaucoup de dessins en crayon, graphite, comme on dit. Et là, c'est une vue extrêmement bien composée, avec la roulotte qui est très étroite. Et puis cet escalier qu'on voit encore, l'accès sur la rue se donne de ce côté-là, en fait, la rue de ce côté. Et c'est un jardin très exubérant, très coloré. Il y a beaucoup d'arbres qui gâchent d'ailleurs la vue depuis la maison sur la Seine. Donc il y a pendant 25 ans, il a fait beaucoup de vues de cette maison. On va voir que ça varie au fil des saisons. Et puis on a une série sur Roussel, je passe assez vite. Roussel qui fait beaucoup de scènes de femmes au jardin et aussi de faune, assez fascinante, la manière dont il pose la réserve comme une composition. C'est pas que c'est raté, c'est pas que c'est pas fini, c'est sa manière à lui de voir le paysage, un paysage extrêmement estompé, comme vu par un myope en fait. Et donc il joue sur ce regard décalé, et en même temps on voit très bien la jeune femme en rouge au centre qui est reprise par les fleurs des arbres. Pareil ici. Une composition avec une femme dans une prairie, un jardin, qui reprend le bleu des arbres et du ciel. Pareil ici. Donc c'est la série sur De Vollard. Et puis une série sur Maurice Denis, qui a beaucoup représenté son épouse Marthe. Là c'est certainement faite à Saint-Germain-en-Laye. Une allégorie de l'amour incroyable, une sublime série où le jardin devient le lieu de la rencontre. Alors, c'est pas Roussel qui rencontre Marie Vuillard. Marthe, c'est la femme de sa vie, et donc il en voit comme une sainte. Et donc toute la série, c'est une allégorie de l'amour. Je vous invite à voir ça. Une œuvre que vous avez peut-être déjà vue dans le musée, une œuvre de Bonnard qui représente Monet à Giverny, avec Marthe, dans la salle à manger, avec certainement les leçons japonaises. Alors qu'est-ce qui vient de se passer? Je sais pas, qu'est-ce qu'elle tient à la main? Un livre? Un gâteau? En tout cas, ils n'ont pas l'air de rigoler.
Et ça m'a toujours interloqué, parce que Bonnard, il a du mal avec Marthe, qui est cyclotimique. Monet a visiblement du mal avec Marthe. Et d'ailleurs, quand Marthe vient voir, quand Monet vient voir Bonnard, il demande si Marthe est là. Et donc, évidemment, Marthe, elle est là. Et donc, il y a un rapport assez tendu dans ce dessin, qui est un croquis très très vif. Je trouve que c'est formidable que le musée ait acheté cette œuvre en 2009. C'est la première œuvre à rentrer dans les collections du musée en 2009. C'est vraiment ce qu'on veut raconter ici, la naissance d'une filiation entre l'impressionnisme et ses suites. Comment, voilà, Monet était la figure tutélaire de toute une génération et comment Bonnard s'est inspiré de l'œuvre de Monet. Maurice Denis est évidemment venu ici en 24, plusieurs fois, 3 fois, et donc il a réalisé ce portrait extrêmement sensible de Monet. Et puis son fils, d'ailleurs, Dominique, va venir, fera un autre dessin qui a été donné par la famille. Quelques photos de Vuillard, Madame Vuillard qui est là. C'est un très grand photographe, en fait, et ça, c'est heureux de le voir dans l'exposition. Il saisit, il capte des moments très proustiens, finalement. Le temps qui file, vu comme un voyeur, il est éloigné de tout ça, mais en même temps, il doit avoir un petit appareil photo, un Kodak, comme ce Monet avait, et voilà, il saisit des choses qu'on ne verrait pas dans son peinture. Vuillard et Maurice Denis, Allez dans la ville, donc chez Roussel. C'est Bonnard qui fait la photo. Donc tout ce groupe-là se voit, c'est merveilleux. En même temps, de quoi ils discutent. De cigarettes. Madame Vuillard, elle est ici, hein, vous voyez. Donc tout ça est très bien composé. Annette Roussel, voilà, une dizaine d'enfance assez heureuse et assez drôlatique avec des personnages qui sortent du cadre. Et puis Annette et Madame Villarville, ils ont été beaucoup en Normandie. C'est aussi une histoire, dans l'exposition, on a montré une carte des jardins, impressionniste inhabile. Tout se passe le long de la Seine et un petit peu en Côte d'Azur, mais sinon la France est vide. Ils n'y vont pas, ils ne sortent pas de cet axe-là sur les années 70-1940. Je passe un peu vite. Ouais, c'est vraiment une période que Vuillard a voulu mettre en valeur. Et puis quelque chose de très photographique, très cinématographique. Vous vous souvenez on a vu le parterre rouge de fleurs, là. Et puis, on a vu Lucie Essel avec son chien en Freville. Lucie Essel, c'est la maîtresse de Vuillard, la femme de son marchand. Ils louent ensemble des maisons, la famille Essel, pour que Vuillard ait à la fois son atelier et que Madame Vuillard puisse venir. Puisque Vuillard est absolument fusionné à sa maman, donc il faut que Madame Vuillard ait aussi sa chambre, sa maison. Donc les Essel acceptent ça. C'est vraiment des mécènes sympas. Lucie Essel fait un bateau, merveilleuse photo, toute petite photo, hein, qui fait 8 cm. Voilà, il le voit vraiment avec les yeux de l'amour, c'est un regard incroyable. C'est une allégorie du 19e siècle, hein, on est vraiment au début du siècle, 1907, dans Les femmes au jardin. J'avance. Martello, actrice, avec Vuillard dans le jardin de la terrasse. Je vous invite vraiment à voir les photos en vrai, c'est très émouvant. La Villette à Cabourg, ils ont beaucoup été en Normandie. Et puis cette photo, elle est intéressante, elle représente cet arbre incroyable. Et David Veil a marié le guillon. Il va l'utiliser pour faire un grand pastel que je vais vous montrer. On a déjà vu celle-là. Je vais voir Roussel. Et c'est aussi, il va utiliser cette photo pour en faire un tableau. Le tableau, il est dans l'exposition. Je suis à Drouot. Je vois le tableau que je cherchais partout. J'ai dit à Mathias, le tableau est à Drouot. On n'avait plus l'argent pour l'acheter. Donc on a pisté les propriétaires qui très gentiment nous l'ont prêté. On était contents, mais parce que ce tableau est incroyablement beau. On a une section qu'on a voulu intituler Retour à l'impressionnisme, c'est la dernière section en fait, où justement Denis, inspiré par Renoir, change un peu sa technique. Il est nabi, mais il passe à un sujet peut-être à la fois religieux, hein, l'allégorie de la maternité, mais aussi un sujet de plus en plus impressionniste. Là, ça n'a rien de nabi. Il y a un mélange des touches qui est très impressionniste, où la lumière vient de derrière, où ça permet justement de donner une certaine dimension onirique en fait à cette scène très intime, qui est peut-être prise d'ailleurs d'après une photo, parce que ça paraît très, très capté. Et donc c'est un merveilleux témoignage du changement de style de Maurice Denis. Il a aussi fait des choses un peu plus étonnantes. On a eu une discussion avec Valérie Reis, qui a écrit un très bel article dans le catalogue sur ce tableau. Moi, j'y vois plus un hommage à Puvis de Chavannes qu'à Cézanne.
mais il y a quelque chose de très allégorique, cette main levée vers le ciel, une ode à la nature, alors que Boris Delisle, je vous disais, a fait beaucoup de scènes de Bretagne, mais très peu de jardins. Et donc en 1910, il y a une plénitude de bonheur là qui respire, qui explose dans ce jardin. Bonnard, c'est le peintre, je dis un peintre heureux, étude pour le printemps 1912, c'est presque une peinture fauve. Et ce qui est merveilleux chez Bonnard, c'est qu'il a toujours su se renouveler. Il est fasciné par les jardins, par la nature, et il y a quelque chose un peu étrange toujours sur ces personnages. Ça flotte, on ne sait pas ce qui se passe. Ici, personnage couché, une sieste, 4 enfants, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est près d'un bassin d'eau. Et puis la maison, ici 1912, est-ce que c'est la roulotte, possible? Et je vous ai montré la photo tout à l'heure qui a servi au tableau de Vuillard. Ici, un tableau extrêmement impressionniste en fait. C'est un tableau qui est une allégorie de la nature. Les 2 enfants d'David Veil qui ont été ensuite rajoutés par Vuillard d'après la photo. Il a été intéressé par l'arbre. Ce qui l'intéressait, c'était la partie droite de l'œuvre. Voilà. Et puis, si vous allez voir l'œuvre, c'est un jaune extrêmement puissant, peinture à la colle. C'est très difficile, mais il faut que ça se fasse très vite en fait. Et Vuillard aime bien ce challenge technique pour peindre. Et c'est un très grand format, donc c'est difficile, mais c'est un tableau extrêmement impressionniste. Et je remonte la photo. Enfin, un tableau qui s'appelle L'Allée, 1907, 1908, mais peut-être certainement retravaillé dans les années 1930. C'est Lucie Hessel, et à la lumière de l'expérience de Monet, il va donc reprendre ce pastel, qui est un grand format. Alors la photo n'est pas très très bonne, désolé, mais c'est plutôt des verts très profonds, du violet très profond. La robe est très très rose en fait. Et il a tellement retravaillé le visage qu'on a l'impression que ce visage il date des années 1890. Et tellement travaillé le corps qu'elle flotte. Il n'y a plus d'anatomie en fait. Vous voyez, les jambes ne sont plus pliées. C'est presque une fée qui vole. Et il y a quelque chose de très ésotérique, très, très évanescent pour ce grand pastel. Hein, ça fait quand même presque 2 mètres de haut. Qui est en réserve à refaire. Vous voyez, il a retourné le visage en fait. Et il a repris le chien. Une œuvre qui est iconique du musée maintenant, la scène à Vernon de Bonnard. On a présenté tout à l'heure la roulotte. Voilà la vue qu'il avait depuis la roulotte. La vue n'a absolument pas changé. Vous avez retrouvé exactement le même point de vue. Ce qui a changé un petit peu, c'est les arbres. Certains ont été coupés, mais en fait ça pousse tellement vite là-bas que ça repousse très très bien. Et l'intérêt de Bonnard, c'est la lumière. Il y a quelque chose de bizarre qui se passe toujours chez Bonnard. C'est un jardin très touffu. Monet, il crée, il a dit que sa plus belle peinture c'était son jardin, mais Bonnard, lui, il crée un jardin de couleurs. Et puis là, il se passe quelque chose ici. C'est peut-être une figure. Il aime bien, Bonnard, mettre des personnages cachés. La scène à Vernon, un ciel rose, nabi, orangé. C'est un souvenir, c'est son épisode Nabi. On est vers 1915. Il a beaucoup peint le jardin depuis Vernon. C'est un artiste qui va aimer représenter aussi l'intérieur et l'extérieur. Vous voyez, juste avant, il a peint ce paysage depuis Vernon. C'est un Matisse. C'est exactement ça. C'est la fenêtre. On est dans l'atelier de Bonnard. Il y avait 3 pièces. On le sait, puisque ici, vous avez des œuvres qui sont clouées. Et puis, il y en a une autre qui est là-bas. Et puis, voilà, petit personnage. Vous n'avez pas reconnu Ubu, le petit équel, qui se confond au paysage. Et puis, à droite, un enfant qui regarde, peut-être son neveu, Terrasse, qui est là. Il y a une volonté de faire rentrer la nature dans la maison et jouer sur l'intérieur, l'extérieur. Et ça, c'est extrêmement... Ça, c'est qu'il a rencontré Matisse à cette période-là. Et donc, c'est un moment assez moderne, finalement. En 1939, il a changé de style. Il a quitté en 1936 Vernon. Il va aller au Canet. Et là, il est assez bouleversé, peut-être par les enjeux politiques. C'est le seul paysage automnal qu'on connaisse, en fait, de Bonnard. Il a fait beaucoup de vues. On ne sait pas si c'est le Canet, c'est pas vraiment le Canet. On s'est posé la question si c'était la mer, si c'était des bateaux. Non, c'est peut-être pas le Canet, mais c'est peut-être la région parisienne. En tout cas, c'est une œuvre assez inquiétante, mais qui a encore des souvenirs nabi sur les tons, les radicaux, l'orange, le jaune, le bleu. Et c'est un homme, Bonnard, qui va sans cesse se renouveler avec son ami Vuillard, qui a donc utilisé la photo que je vous ai montrée tout à l'heure pour peindre ce grand paysage, ce grand jardin qui va jusqu'à la mer. Il y a une volonté d'art total où la photo utilisée permet de refaire le monde. Et il y a une volonté, voilà,
de simplification des formes. Ce qui est étonnant, c'est que Vuillard va faire ça, et puis après il va faire des portraits assez ennuyeux, bourgeois, intérieurs, assez claustrophobiques, qui vont très bien marcher pour lui d'ailleurs, mais il va quitter un peu ce style-là. Le potager, grand pastel. Donc c'est voilà, quelqu'un qui a revu beaucoup Renoir, beaucoup Monet, et qui va changer son style. Là c'est pour le décor des nations, un style très impressionniste. Là c'est un panneau décoratif, de Guizette à Cabourg, où en fait ça n'a plus rien de Nabi, c'est une œuvre totalement impressionniste finalement. Mais l'histoire de l'art ne retient pas ça de Vuillard. Là il a pris une photo pour utiliser. Un tableau. On a terminé l'exposition avec deux Monet incroyables. Le coin de l'étang à Giverny qui date de 17. C'est un angle particulier du jardin. Monet, vous savez, il a commencé à planter son jardin, son bassin en 1893. Les premières représentations datent de 94-97. Et puis il a dit qu'il a planté ses nymphéas, il les regardait sans les peindre et que un matin il les a regardés, il a décidé de les peindre, c'est devenu une obsession. Et si ce qu'on retient de Monet, c'est cette modernité à peindre un monde dans un bassin. Finalement, le bassin des nymphéas n'est pas très large, n'est pas très grand. Monet va se fermer au monde. Il va fermer la porte à tous les importuns, mais il va recevoir quelques êtres choisis, les nabis, les collectionneurs, les critiques, ses amis. Et puis il va se concentrer sur son art et va être de plus en plus fasciné par les reflets de l'eau. Donc ici, on a un point de vue de l'étang très, très spécifique. C'est une explosion végétale, une explosion de couleurs, mais c'est aussi assez claustrophobique finalement. Ça pourrait être très proche d'un hommage à Van Gogh, avec des touches très tourbillonnantes, le jaune qui revient, qui se reflète sur l'eau, et une volonté voilà, de plonger le spectateur dans un monde étrange où on ne sait pas où se trouve la perspective. C'est notre œil qui fait la perspective de ces tableaux-là. Il y a une volonté d'art total. Et donc, c'est ce qui va fasciner évidemment la modernité. Il peint ici des nymphéas avec les rameaux de saule. Il y a deux branches de saule ici qui structurent la composition, qui permettent un peu de faire dévier en fait, le regard de la gauche vers la droite, comme une courbe. Vous voyez, il y a une petite courbe. Et puis en blanc, c'est la réserve. Donc la couleur vibre depuis l'extérieur. Et où se trouve la perspective? Le point de suite peut-être par ici, mais vous avez les nymphéas ici qui nous bousculent un petit peu, on ne sait pas trop où on se trouve. Donc on a l'impression qu'on est presque dans l'eau, sur une barque, et qu'il a commencé à peindre comme ça. Alors c'est vrai que Bonnet, il avait son atelier bateau, mais il n'a pas peint les nymphéas sur sa barque. Et il les peignait depuis la rive. Ce qui a changé entre la période de Monet et actuellement, c'est qu'il n'y avait pas de fleurs le long du bassin. Il pouvait peindre directement. Je n'invente pas, on a des photos, en fait, on voit Monet là-dessus. Et donc, ça a pris encore plus de dimension végétale, et c'est merveilleusement beau. Mais peut-être qu'on voyait mieux le bassin, on peut plus s'approcher et voir davantage les reflets. Ce qui explique aussi l'autoportrait qui est dans l'exposition. On voit Monet se pencher sur le bassin au nymphéa. Et donc cette abstraction-là, elle a fasciné, certes, les peintres américains, mais elle a fasciné aussi Bonnard, qui représente ici, on est en 45, c'est de plusieurs variations de ce jardin, mais il représente un jardin juste au printemps 45. Vous vous souvenez des cerisiers en fleurs de Trou de Sisley, ceux de Maurice Denis. On arrive ici avec une explosion de couleurs où Monet est l'influence majeure, puisque Bonnard représente ici ce qu'on appelle le all-over. C'est-à-dire qu'il a représenté toute la peinture. Il n'y a aucun moment où il y a un espace libre pour l'œil. Tout est une explosion de couleurs, de synthèse nabi, où le jaune est extrêmement vif, le bleu est très vif, l'orange, mais on est absolument perdu, et donc il a créé l'abstraction. Et ce qui nous intéresse, c'est de se dire aussi que cette exposition, elle présente un parcours de l'abstraction à travers le jardin, où finalement, ce n'est pas que Monet qui a créé l'abstraction, comme on le pense souvent, mais aussi Bonnard, d'autant plus que et Monet et Bonnard ont été collectionnés de leur vivant par des Américains. Et il y a eu une grande histoire en 1958 à New York, il y a un incendie qui se déclare, l'un des Monet brûle, et donc le conservateur du MoMA à New York demande à son équipe de venir à Giverny et de choisir des œuvres dans l'atelier de Giverny. Il faut savoir que l'atelier est alors fermé, appartient à la famille Monet, et que Michel Monet va léguer ça en 1966. Donc
dans les années 50 et 60, il y a des gens qui viennent, qui achètent des œuvres de Monet et ils achètent ce qu'il y a, c'est-à-dire les esquisses, des nymphéas, ce qu'il y a de plus abstrait, ce qui ne se vendait pas à l'époque. Et donc ils reviennent avec 3 œuvres, et ce sont des nymphéas incroyables, et c'est des œuvres abstraites. Et donc les Américains, dans les années 50-60, découvrent Monet abstrait, ce que les Français ne regardaient pas, puisque l'orangerie a été ouverte après la mort de Monet. C'est Clémenceau qui a demandé vraiment ce que les nymphéas de Monet soient présentés juste après sa mort. Et Monet est tombé dans un certain oubli. En tout cas, ce n'est pas l'avant-garde picturale. Et donc, c'est les Américains qui vont redécouvrir l'abstraction de Monet et Bonnard. Et Bonnard aussi collectionné de son vivant et part aux États-Unis dans les collections privées. Et dans les années 50, c'est un grand modèle de l'abstraction. Et donc, ce qui nous intéressait, c'était de montrer la filiation entre Monet et Bonnard depuis le départ, et cette histoire givernoise. Et l'abstraction se lie évidemment avec une histoire américaine. On termine l'exposition avec cette œuvre incroyable de John Mitchell, La Grande Vallée, 83-84. C'est finalement assez récent. Mais c'est une œuvre qui rend évidemment hommage à Monet. Il y aura une grande exposition l'an prochain à la Fondation Vuitton sur John Mitchell et Claude Monet. Elle a été absolument fascinée par Monet. Elle a vécu à Véteuil. Sa maison donnait sur la maison de Claude Monet à Véteuil. Et cette Grande Vallée, on a fait une série de 13 ou de 16 peintures, je crois. Au premier plan, vous avez des fleurs. En tout cas, c'est ce qu'on va comprendre. Au deuxième, peut-être la Seine qui coule. Et puis, le jaune, ce sont 2 arbres, 2 pommiers, certainement. Et puis le ciel derrière. Et donc, c'est un hommage magnifique à Monet et à l'abstraction de Monet, mais vu aussi par le prisme de Bonnard. Et ce qu'on voulait ici raconter, c'était l'aller-retour entre Monet et Bonnard et les nabis, jusqu'à la création la plus contemporaine possible. Et cette histoire-là, elle s'est faite par le jardin. Merci de votre attention. Alors, je laisse le micro si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre. Et s'il n'y a pas de questions, c'est bien aussi. Non, Maurice Denis le fait aussi, mais c'est un peu systématique chez Vuillard, parce qu'il aime bien cette technique-là qui donne une certaine immédiateté. On n'a pas tellement droit à l'erreur. C'est compliqué à faire, il faut une certaine dextérité, et ça lui permet certainement de mélanger davantage les couleurs. Et ça il y a peut-être un côté très impressionniste là-dedans, pour Vuillard, de mélanger la colle, l'huile et le pastel, pour que ça fasse un tout, une sorte de... C'est un truc d'atelier, en fait. Mais vous savez, en 1893, oui, 1800, moi je parle des morts, 1893, Degas raconte aussi cette histoire-là, où il s'interroge sur la colle, il est aussi en train de faire des monotypes, et il se demande comment faire, il a dit un baignage, une sorte de baignage de colle sur les pastels. Et donc c'est un truc d'atelier qui se transmet entre les impressionnistes et les nabis, comment on peint à la colle dans les années 1900. Ça permet certainement un mélange de couleurs, mais c'est comme de l'aquarelle, on n'a pas le droit à l'erreur. Et donc ça donne un certain sentiment d'urgence quand on fait la chose, ils ne peuvent pas s'arrêter. Donc ce qui est très fort avec Vuillard, c'est qu'il fait des grands formats à la colle. Et ça permet aussi ensuite d'avoir une idée du décor qui pourra coller, plaquer avec ce grand format. Mais ce n'est pas le seul à le faire. Denis en fait, Bonnard en fait, mais lui, il l'a fait plus systématiquement que d'autres. Mais il faut demander à Mathias Chivot, on lui posera la question pour le coller, justement. Monsieur. C'est pas vraiment une question, mais ayant vu l'exposition, je trouve qu'évidemment, quand on fait une exposition, il faut un fil conducteur, c'était le jardin. Mais moi, l'enseignement que j'en ai tiré, c'est surtout l'incroyable diversité des techniques qui se sont entrechoquées ou croisées pendant une période finalement d'une génération, c'est-à-dire 1840, 1940. Et pendant cette durée assez courte d'une seule génération, on voit éclore beaucoup de techniques, et c'est ça qui moi c'est surtout ça que j'ai retenu de votre exposition. Mais ça peut être effectivement un peu perturbant parce que par exemple
Et pour un peintre comme Caillebotte, que j'aime beaucoup, on le qualifie parfois d'impressionniste, mais quand on voit par exemple les raboteurs de parquet, on se demande, on dit qu'il est plutôt hyper réaliste, qu'il est près de la photographie. Et les exemples que vous avez donnés justement de photographies faites par Vuillard donnent peut-être une explication à cette période incroyablement riche de techniques. C'est que justement, certaines techniques autres que la peinture sont venues croiser la route des peintres, en particulier la photo. Bien entendu, la littérature a aussi enrichi beaucoup les esprits et peut-être généré des techniques à travers les visions poétiques qu'elles ont proposées. Donc voilà, je voulais vous remercier pour cette exposition, non seulement pour nous avoir refait découvrir les jardins, mais surtout pour nous avoir enseigné finalement toutes ces techniques qui ont été pratiquées souvent par les mêmes peintres qui ont changé. Et s'il y avait une question en prolongement à ma réflexion, ça serait qu'est-ce qui a facilité cette richesse et cette créativité incroyable des techniques? Moi, ce que je trouve formidable au XIXe siècle, c'est que c'est un siècle de création incroyable, de technologie incroyable. On oublie vraiment le téléphone, la tour Eiffel, enfin... elle dit ça, on vit encore sur le XIXe siècle. Proust raconte quand même son premier coup de fil. Mais c'est sidérant, en fait, on ne se rend pas compte ce que ça pouvait être. Et donc, évidemment, c'est un siècle de technique, le XIXe siècle, mais qui est mêlé à l'art. Et ça, c'est absolument fantastique. De nos jours, on est plutôt une société technologique, un peu moins artistique. Désolé, c'est vrai. Vous n'allez pas tous à la FIAC aujourd'hui. Voilà, vous êtes m'écouter ce soir, je suis ravi, mais c'est vrai qu'on a un siècle technologique. Au XIXe siècle, c'est un mélange de tout. Et les gens, ils ont en effet une curiosité qui est un art total. C'est-à-dire qu'on a parlé de la synesthésie tout à l'heure, le mélange des sciences, enfin de la musique, de la littérature, etc. Mais, par exemple, pour parler de musique, Monet, on sait qu'il n'écoute pas beaucoup de musique, mais il s'intéresse à Wagner. Waouh, pas du tout la même histoire. Et donc, il y a aussi une volonté au XIXe siècle de s'intéresser à tout ce qui est nouveau. Peut-être que c'est les suites du XVIIIe siècle, l'Enlightenment, et puis ensuite la Restauration, à faire verrouiller un peu les choses. Et en 1830, avec le romantisme, on commence à libérer la créativité, libérer les voyages. Les gens voyagent beaucoup plus, faciliter le chemin de fer, transmission des connaissances, et une volonté de s'intéresser à tout. Et le médium qui est le plus important, c'est évidemment la photographie, à la fois qui permet des créations artistiques, mais aussi de reproduire des choses. Et donc, les artistes, on l'a un peu abordé ici, mais le grand tabou, c'est la photo. Est-ce qu'ils utilisent la photo pour faire des œuvres? Dans l'exposition, vous regardez la vitrine qu'on a consacrée à Claude Monet, il y a une dizaine de photos qui viennent de la famille Monet. Il y a quand même Monet en blanc, toute petite photo, qui s'est bien reproduite dans le catalogue. Il est avec un Kodak dans la main. Et c'est le Kodak qu'utilise Vuillard. Donc il y a aussi des trucs d'atelier. On a retrouvé le numéro du Kodak. Ça coûtait cher. Il y a une autre photo où on voit Monet avec son fils Michel. Ils sont presque saisis tous les deux en train de photographier quelque chose. C'est presque la photo honteuse. Évidemment que Monet a fait des photos, mais c'est comme Jean-Léon Gérôme, il a fait plein de photos, mais les photos ont été détruites. Mais on n'aime pas trop montrer les retours d'atelier. Par exemple, il est évident que Caillebotte, où son regard est tellement photographique, il a utilisé la photographie. Pour deux raisons. D'abord, son œil est très photographique. Je vous invite à aller voir l'exposition d'Orsay, Enfin le cinéma. Vous verrez à quel point c'est un artiste qui a inspiré le cinéma. Et en même temps, son frère, Martial, était photographe. Et donc, il est évident qu'il était extrêmement influencé par son frère et par le regard, qu'il pouvait avoir un regard assez dur d'ailleurs sur la société. Les Raboteurs de parquet, c'est un tableau réaliste en soi. Et en même temps, les autres tableaux qu'il fait à la même époque, 76, le Raboteur c'est 75, en 76, il fait le portrait à la campagne qu'on a vu, ces dames en train de coudre dans un jardin. C'est un homme ambivalent, Caillebotte. Je pense qu'il est très touchant d'ailleurs. Un homme qui est assez froid, assez réservé, qui ne parle pas de sa vie privée, mais qui s'intéresse à tout et qui se met au service des autres. Et il met sa fortune au service des autres. Son frère, il est photographe, et son autre frère, il est prêtre. Donc, il y a un rapport très bizarre à la vie, en fait. Et il n'a pas d'enfant, il a une maîtresse, il n'a pas d'enfant avec elle. En même temps, quand il meurt, il donne toute sa fortune à sa femme, enfin, sa femme est pas mal, mais en tout cas sa maîtresse. Et puis, il donne aussi toute sa fortune aux impressionnistes.
Et il couche même sur le testament, une dernière phrase qu'il prononce, c'est qu'il demande à ce que Renoir soit son exécuteur testamentaire, et il demande spécifiquement, il dit, je demande à mes héritiers de laisser M. Renoir choisir l'un des plus beaux tableaux. J'y insiste. Renoir va proposer de prendre un tableau qui n'est pas terrible, les héritiers vont dire non, il faut que vous preniez au moins Degas. Donc il va prendre un tableau important. Donc c'est un artiste qui se met derrière, mais ce qu'on oublie au XIXe siècle, c'est voilà, tout ce qui est mélange, c'est l'art total de Wagner, mais voilà, Degas fait de la sculpture, Degas s'intéresse à la photographie, Degas est poète, Degas fait des magnifiques sonnets, on dirait du Mallarmé. Et on oublie un peu que c'est des gens qui s'intéressaient à tout, au théâtre, à la philosophie, aux techniques, et qu'ils étaient certainement beaucoup plus cultivés qu'on est de nos jours, et qu'ils étaient très brillants élèves, souvent. Et donc il y avait aussi un niveau de culture générale qui était différent du nôtre. Enfin, je parle de moi. Bah, c'est pas du question, je vous libère. Je vous invite à venir demain pour si vous voulez apprendre des choses sur Caillebotte, justement, et ça va vous dévoiler les coulisses de la restauration. Merci à vous.